Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur les sphères de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. On se retrouve pour cette première émission du mois d'octobre 2022 avec, vous allez le voir, une grosse partie de l'actualité qui sera liée à la New York Comic Con qui se déroulait le week-end passé à l'heure où on enregistre ce podcast. Je viens de rentrer de New York, littéralement, je n'ai donc pas dormi, je suis en total jet lag / nuit blanche, ce qui évidemment vous promet une émission d'anthologie. Tout ça est faux, vous savez, le vrai Arnaud est parti se coucher, mais c'est son remplaçant du multivers, Arnaud Insomnie, qui, comme d'hab, vient faire la rustine, voilà, pour donner un motif à Arnaud. Exactement. Du coup, voilà, tu vois, là, c'est le vrai Arnaud Insomnie, là. Il sait pas comment réagir en plaque pour. Mais il sait pas réagir parce qu'effectivement, c'était pas hyper marrant. Je pensais que tu serais un petit peu plus, Moi, ça m'a fait rire de voir le détresse dans ton regard quand je dis ça. C'est vrai. Bah, pour une fois que c'est dans ce sens-là, hein, on va dire, on va pas s'en priver. Mais Corentin, donc, tu es avec moi? Non, c'est pas moi non plus. C'est Corentin malade du multivers. C'est Corentin malade du qui a plus son rire, qui fait pour rigoler. Donc ça, c'est Corentin, vieux de 60 ans, avec une bronchite, pour vos oreilles. Carabinée. Très bien, mais ça va? Bah, je suis malade. Bah oui, d'accord. Étant donné que je suis Corentin malade. C'était bien la New York Comic Con sur le web. Ça va. Bah, j'ai raté le plus gros jour. J'étais occupé à chanter jusqu'au bout de la nuit. Mais d'où ma voix d'ailleurs aussi. Mais non, il y avait plus d'annonces comics que je ne pensais. Oui. Et finalement, pas vraiment d'annonces ciné-série, en fait. Bah, un petit peu quand même, quand on regarde le programme, on voit qu'il y a eu des choses quand même qui sont passées, tu vois, mais c'est vrai que pour le coup... Si on pensait que Marvel Studios allait nommer les trucs qui restaient de la phase 5. Non, pas du tout. C'est pas ça? Non, ça c'était pour la D23. Même là, ça a pas été... Non, ça doit pas été le cas parce qu'ils le feront plus tard parce qu'ils ont bien assez de choses. Non, c'était évident que Marvel Studios n'y serait pas. Ils avaient déjà San Diego Comic Con puis leur D23. Il y avait rien du tout. Même les scoopers habituels avaient pas fait ils avaient pas tenté de lancer une rumeur du genre, hey, il y aura peut-être l'annonce du casting des 4 Fantastiques. On sait jamais. Wolverine, il va être présenté. Non, parce que la New York Comic Con, c'est quand même vraiment la convention où c'est plus les comics qui sont mis en avant. De toute façon, il y a qu'à voir avec l'artiste allé du paradis, j'allais dire de l'enfer parce qu'il y a trop de monde, mais c'est le paradis quand même parce que tu croises tout le monde en fait. Partout, tu fais, oh, tiens, il y a Scott Snyder, oh, tiens, il y a Greg Capullo. C'est plutôt l'enfer, là, pour... Non, mais il y a, et de l'autre côté de la table, il y a Jonathan Hickman avec Michael Justin et Mac Del Mundo. Puis tu vas un petit peu plus loin, puis il y a Pitch Momoko, puis tu vas, enfin voilà, c'est vraiment la dinguerie. C'est fini de te la racler, oui. Et puis, tu sais pas, t'as mal regardé le programme, alors tu dis que Daniel Warren Johnson, il est pas là. Mais en fait, si. Il est là. Et en fait, il est là. Et du coup, tu vois. toujours Alex Lecoq. Là, avec la meilleure barbe du game. Donc voilà, non, c'est toujours aussi plaisant. Même s'il y a aussi toujours autant de monde, donc faut pas être agoraphobe quand on va là-bas. Mais justement, on va démarrer. Alors on va pas s'apesantir dessus pour pas casser l'ambiance non plus. Mais on dédicace, on rend hommage quand même à Kim Jong-gi qui devait justement se rendre à la New York Comic Con c'est la semaine passée, qui a eu un infarctus en fait sur le chemin pour l'aéroport et qui n'a pas réussi à être sauvé. Donc terrible. C'était un artiste coréen que a priori tout le monde dans le monde de la bande dessinée connaissait, puisque c'était un mec dingue de talent qui faisait en fait qui était capable de faire d'immenses fresques en fait à partir de rien du tout. À partir de rien, voilà, sans modèle, à faire des compositions complètement ouf, à pouvoir dessiner personnages, décors, objets dans tous les sens. Et vraiment on nous a demandé quel BD Kim Jong y avait fait. Alors moi, j'avoue que j'en ai pas lu avec Jean-David Morvan, je crois. Il y a Spy Games, voilà, qui est peut-être l'un de ses rares travails en séquentiel, mais en fait il était plus connu parce que c'était en fait un voisin de l'industrie des comics, un performeur, voilà, un vrai performeur qui allait sur les salons pour réaliser des fresques en live, souvent assez longues, et comme tu dis, c'était toujours impressionnant, surtout quand on essaye soi-même d'apprendre le dessin, par exemple, de voir les croquis en ligne bleue et tout que font les artistes traditionnels, les breakdowns et tout. Lui, c'était vraiment from scratch. Il dessinait un personnage et puis autour de lui, il construisait un immense univers peuplé de véhicules, peuplé de statues. Tout était parfait en termes de perspective, tout était parfait en termes de cohérence. Aide-moi, la morphologie des gens. Anatomique, voilà. Et effectivement, oui, c'était même, je crois qu'il avait un record au Guinness par rapport à la longueur du plus long dessin, un truc comme ça. 47 ans, c'est beaucoup trop jeune, surtout pour un mec qui, encore une fois, était à ce point coté dans le métier, qui était respecté par tout le monde. Quand on a eu, nous, l'annonce de sa mort, on a attendu quand même que ça devienne un peu plus officiel pour en parler.
On a bien vu que directement il y avait même de la spéculation sur les que ça pourrait ne pas être vrai, tellement c'était choquant en fait. Beaucoup de gens ont dit j'accepte pas en fait, je refuse que ce soit vrai. Tellement. En fait, on l'a souvent croisé en Europe aussi. Il était là. Ouais, il était au FIBD tout le temps. Bah, enfin, en même plus, même à la Paris Comic Con. Moi, je l'avais croisé. Je crois. Oui, non, mais à Paris, parce qu'en plus, il était ami avec Daniel Maguen de la galerie. Daniel Maguen, quoi. Et bah justement, il était en pleine expo en ce moment jusqu'au 8 octobre. D'ailleurs, l'expo avait été quand même maintenue jusqu'au 8 octobre. Il avait fait une fresque en direct pour le Batman Day. Et le dimanche avant son décès, il faisait une fresque, je crois, au Stade de France, quoi, pour un match avant au PSG. Et fan, apparemment. Et beaucoup de gens aussi se posent la question, effectivement, de savoir si même s'il faisait ça par passion et qu'il adorait faire ça, de voir s'il n'était pas juste complètement surmené et qu'il avait un rythme. Effectivement. Et c'est certainement ça qui a pu provoquer la chose aussi. Hein. Oui, certainement. Après, voilà, c'est trop tard pour maintenant refaire ce match, j'ai l'impression. Mais en tout cas, bah oui, c'est une perte tragique, même si c'est pas directement un auteur de comics. Je pense que le monde entier, enfin, tous les artistes de bande dessinée, ouais, puis il avait fait des fresques en couverture pour les titres Justice League ou chez Marvel et tout ça. Tu vois, en fait, c'est que son talent et sa qualité unique, en fait, fait que le moindre artiste de moindre secteur de BD partout dans le monde, en fait, est choqué, quoi. Tu vois, c'est comme si on avait perdu, par rapport au foot, un immense joueur, même s'il jouait pas forcément dans toutes les compétitions, tu vois. Enfin, du coup, ouais, non, c'était assez surprenant. Et rest in peace, comme on dit. Voilà. Et ce qui était très touchant, c'était de voir sa table justement sur l'Artist Alley où plein de gens ont déposé des fleurs et tous les artistes en fait ont fait des dessins ou ont écrit des mots justement pour lui rendre hommage, puisque eux, la New York a pas pu modifier les choses, et donc il y avait bien sa table qui était là mais qui était vide. Enfin, c'était assez particulier à voir, quoi. Et il y a plusieurs artistes et auteurs dont Olivier Jalabert, Jim Lee, qui se sont réunis aussi pour faire un panel du coup qui a été fait en catastrophe, mais qui a pu être fait pour lui rendre hommage aussi en direct. Donc voilà, nos pensées à sa famille, ses proches, à toutes celles et ceux qui avaient pu apprécier son art. C'était vraiment assez particulier. Voilà, donc bon, maintenant il va falloir rebondir. C'est toujours les trucs pas simples dans ce podcast, quand on veut juste rendre hommage à des personnes mais 2022, c'est terrible quand même en termes de personnalité perdue. Là c'est pas assez facile. Regarde, là tu parles de la mort, tu fais une transition, et puisqu'on parle de la mort, un album sur la déesse de la mort qui a été récompensé régulièrement. Ouais, c'est un peu chaud quand même. Hein, il faut bien y aller à un moment donné. Oui, c'est sûr. La journée là. Oui. Là ils sont en bagnole, ils veulent rigoler. C'est triste. Non, parce que quand ils rigolent, il manque d'avoir des accidents. Donc nos joggers qui nous écoutent en faisant leur sport et qui là viennent en train de chialer à cause de Kim Jong-il, faut passer à la suite maintenant. Ça, je vais faire des bruits de prout avec ma bouche et ça va aller mieux. Voilà, c'est complètement, c'est l'humour potage, c'est celui qu'on aime. Donc voilà, on prévient, n'écoutez pas ce podcast en bagnole, sinon des bars, les accidents, c'est rigolo aussi. On disait donc que juste une petite nouvelle plutôt bonne, plutôt sympathique, c'est qu'il y a le prix, les sélections du prix Fnac BD France Inter 2023 qui ont été annoncées, et dedans on y trouve 3 ouvrages qui rentrent dans notre ligne édito, à savoir le dernier Alison Bechdel, donc Le secret de la force surhumaine, qui est sorti aux éditions des Noël, et aussi A Short Story, un certain A Short Story de Run et de Florent Maudou, et Toutes les morts de Leila Starr, de Ramvi et Felipe Andrade. Le point commun entre tout cela, mais c'est vrai que il en manque une. Oui, tu n'as pas réussi à avoir. Non, et j'ai demandé, mais effectivement, elle était en plus, Alison Bechdel était de passage en France en septembre, et j'ai demandé à pouvoir faire une interview. Et ma foi, on m'a ghosté. Voilà. Je suis pas très étonnant, hein. Bechdel, c'est plutôt les interviews à Télérama, au Figaro. Ouais, mais je veux dire, en termes de niveau, il y a Télérama, puis en dessous, il y a First Print, non? On peut le dire. D'ailleurs, osons le dire. En même temps, personne va nous contredire, il y a personne pour nous apporter la contradiction. Donc, du coup, je pense que c'est vrai, moi. C'est vrai. Tu vois, même on est au-dessus de Télérama. On est au-dessus, voilà. Disons-le. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Vous allez rien faire du tout. Bref, non, tout ça pour dire que ça fait quand même. Voilà, ça fait quand même plaisir de voir ces 3 BD récompensés. Ça fait encore plus plaisir forcément parce que on a plus bossé dessus sur Short Story et sur Leila Starr, en allant interviewer les équipes créatives, et parce que on se rappelle que Carbone et Silicium justement avaient remporté le prix BD Fnac France Inter en 2020, ce qui avait pu compenser toujours cette injustice
cette injustice qui n'a jamais été réparée et sur laquelle il faudra quand même un jour qu'on se repose dessus, quoi, de l'absence de prix au FIBD. Au moins, Monster a gagné le prix ACBD. Le Monster, on a évité une nouvelle injustice. Hein, c'est vrai. Et pourtant, et dire que Beta Ray Bill était à ça. Ça dirait, vraiment à ça, quoi. À ça, la taille de ma cuisse, tu vois. Tu vois ce que ça fait. Allez, Corentin. Donc voilà, on souhaite le meilleur. De toute façon, il y a plein de bonnes BD qui sont sélectionnées dedans. Forcément, bah, nous, on a nos petits poulains, dans le oui, bah quoi? Petit poulain, je sais pas de mots poulain, c'est des grands artistes. Ah, mais non, mais c'est nous qui leur avons tout appris. Attends, c'est logique. Attends, c'est Ron, c'est que moi, je trouvais dans la rue, hein. Au départ, ça. c'était voilà, il était tout petit, j'ai tout appris, le dessin. C'est ça, bah, je sais bien. Tu connais le catch? Non, mais voilà, on a nos favoris, mais on souhaite, bien entendu, bonne chance à tout le monde. En tout cas, vous pouvez aller regarder la sélection sur le site de la Fnac. A priori, j'imagine que quand c'est dans une section, c'est que tout est un petit peu de qualité. Et justement, puisqu'on parle de qualité, un ouvrage de qualité qui arrive, enfin, je crois, je ne sais pas, là, je m'avance peut-être un petit peu, aux éditions Inis, qui sort un ouvrage qui s'appelle 100 comics qui ont marqué l'histoire. Donc c'est un ouvrage collectif qui présente des années 60 à nos jours, en fait, une sélection tout simplement de bandes dessinées américaines qu'il faut avoir lu et qu'il faut faire figurer dans sa bibliothèque. Alors c'est vrai que le titre, il y a pas mal de gens qui ont fait un petit peu pas des reproches, mais en disant, bah oui, mais si ça commence en 66, c'est-à-dire que vous faites pas les comics de romance, c'est pas le Golden Age, alors que c'est ça qui a marqué l'histoire. Donc en fait, moi je trouve le titre un peu galvaudé, puisqu'en fait, à la base, puisque oui, c'est un projet sur lequel j'ai eu la chance et l'honneur de participer. C'est pour ça que c'est dans le programme. C'est pour ça que c'est, bah oui, bah écoute, en plus, vu que j'ai été payé en facture et sans droit d'auteur, je touche absolument rien du tout. Mais non, là, du coup, là, je peux pas être moins corrompu parce que je touche vraiment rien du tout, quoi, vu que c'est un peu fait à la sauvage, je dirais, mais bon, c'est pas grave. Bon, il y a quoi dans l'album, Arnaud? Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des trucs qui ont marqué forcément l'histoire, parce qu'il y a Kill James, tu vois, Kill James, ça a pas forcément marqué l'histoire du comic book en tant que tel. Par contre, c'est une BD qui me marque, et enfin, voilà, voilà, c'est juste que de façon collégiale avec différents intervenants et d'ailleurs, sous l'initiative, de Alexandra Ramos, qui fait le podcast Comme dans ta bulle, que vous pouvez aller écouter. Et bien, en fait, on était avec aussi Siegfried Wurtz, qui a écrit un énorme pavé de 300 pages sur Batman chez Third Edition. Il y a Sophie Bonadé qui est une docteure spécialisée dans les super-héroïnes. Jean-Michel Ferragati qui lui aussi a fait un ouvrage absolument trop incroyable chez Néophilis, où il recense en fait les publications des comics dans les années 40 à 60 en fait, et de voir comment c'était traficoté, traduit, coupé, censuré. C'est un vrai délire en fait de voir comment les comics étaient maltraités à cette époque-là. Puis après des auteurs qui sont plus habitués de chez Inis, François Ray, Henri Delacroix, Fred Wulch, Marceau Hainaut. Et en fait voilà, l'idée c'était de se réunir de façon collégiale et de dire bon voilà, qu'est-ce qu'on donne en fait si on devait choisir 100 comics qu'on veut conseiller. Qu'est-ce qu'on prend? Du coup, il y a Spaceman, en fait. Il y a 100 fois Spaceman. Voilà. En tant que tel. Ouais. Donc voilà un beau livre, Est-ce qu'il y a Watchmen? Oui, il y a Watchmen. Est-ce qu'il y a des guerres? Oui, il y a Est-ce qu'il y a Invincible? Oui, il y a Invincible. Est-ce qu'il y a Sandman? Oui, il y a Sandman. Liste, en fait. Ouais, okay. ouais. Il y a pas un truc un peu, genre, tu vois, un peu gras? Bah écoute, je sais pas. Non, il y a pas genre je sais pas Love and Rockets, il y a pas Love and Rockets. Si, Love and Rockets, il est dedans aussi, ouais. C'est pas un truc un peu, tu vois. Ah, je sais. Bah après faudra je t'avoue que je me rappelle plus du sommaire complet parce que moi j'en ai fait, mais c'est vrai qu'au final j'en ai fait une vingtaine quand même de textes sur les 100. T'as mis Batman, toi? Non, partout. Non, Batman. J'ai pas mis de Batman. Et donc voilà, avec une préface qui est signée par un certain Commis des Comics et Laurent Lefebvre qui fait la couverture. Donc c'est quand même réunion des gens habituels du milieu. Par contre, tu vois, moi je trouve que c'est un truc qui peut être assez sympa pour des gens qui connaissent pas trop et qui veulent avoir des idées de lecture. Mais il y a un truc qui blesse quand même, qui moi-même m'a fait un peu éclater de rire parce que j'étais pas au courant quand je l'ai vu. C'est le prix de vente. C'est 35 €. 30 quoi, pardon? Ouais, c'est super cher. Pardon, 35 Après, je pense que c'est comme le livre qu'ils ont fait sur le cyberpunk, tu vois, c'est un grand format un peu carré, machin, avec vraiment un joli papier et tout ça. Donc, le cyberpunk, il a 30 balles, tu vois. Donc là, avec les coûts et tout ça, je me dis, mais ouais, mais du coup, je trouve que c'est pas accessible du tout, en fait. Donc, ouais. Je me suis vraiment posé la question, du coup, mais de me dire, mais en fait, à qui ça va s'adresser? Et ça m'interpelle un petit peu. Après, ça peut être s'ils le font vraiment, s'ils jouent la carte du beau livre, ça peut être un truc juste que tu prends dans ta bibliothèque et pour dire voilà, voir les sélections et tout ça. Et toi, t'as envie de te marrer parce que tu trouves que de toute façon c'est trop cher, c'est ça?
C'est pas le genre de projet qui m'intéresse fondamentalement. Non, bah ça de toute façon non, les guides, des trucs comme ça, mais voilà, ça existe. Et donc pour les gens qui prennent les choses en chemin et qui ont du coup ont quand même, à limite en termes de trucs à offrir pour Noël, ça fait un cadeau un peu plus sympa, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que je me dis que pour pour 35 €, sinon tu peux offrir un des comics qui sont dans la liste aussi. Aussi, tu peux juste le feuilleter, regarder le sommaire, te dire que effectivement tu peux prendre non, genre un premier tome de Sandman ou un Watchmen, c'est à peu près la même échelle de prix, quoi. Mais après voilà, ça fait des conseils de lecture quand même. Corentin. Oui. On continue? Allez. Du côté d'Urban Comics, je vais te laisser un petit peu la parole parce que je parle beaucoup depuis le début, peut-être parce Vous avez remarqué aussi, parce que j'ai pas dormi depuis plus de 24 heures. Dors dans l'avion, mec, je t'ai dit. Mais c'est impossible de dormir dans un avion. De dormir dans un avion. Bah non. Il y a plein de gens qui dorment dans un avion. Mais moi je pouvais pas. D'accord, ok. Tu m'as convaincu. Bravo, Arnaud. Donc, tu sais pourquoi? Parce que je retranscrivais l'interview de Todd McFarlane, celle qui est en ligne sur le podcast Flex Hub. Voilà comment on peut placer que oui, Todd McFarlane est sur First Print. C'est quand même incroyable. Il a fait 100 mois, ça, le bâtard. Oui, bah, j'avais pas de payer un billet pour New York. Et pourquoi pas? Bah, parce que c'est, pourquoi pas? Bah, parce que c'est pas. Moi, j'aurais dormi dans l'avion. Ouais, c'est ça. Allez, Corentin, je disais donc, chez Urban Comics, 2 titres parmi les titres qui ont été annoncés récemment pour le début de l'année prochaine. D'un côté, Sandman Nightmare Country. Yeah. Et de l'autre, Suicide Squad Blaze. Alors, si tu veux nous parler un petit peu des deux trucs, qu'est-ce que c'est? Alors, Sandman, je crois que c'est une petite série indé, là, qui a pas trop percé, que personne connaît un peu, mais voilà. T'as pas fini encore. Et que j'ai pas encore fini, effectivement. C'est bien de le rappeler. Effectivement, donc ça, c'est une série qui participe, on va dire, de l'effort Sandman Universe Presents, qui a été une sorte d'envie de relancer l'univers Sandman il y a 4-5 ans maintenant, avec Neil Gaiman, qui juste avant que Vertigo disparaisse, ouais. C'est ça. Qui avait sélectionné, en fait, différents héritiers potentiels, parmi lesquels Cy Spurrier, Bill Quisevely, voilà, pour faire la série The Dreaming. Il y avait House of Whispers, qui était une création originale. Il y avait un nouveau Books of Magic. Il y avait une série Lucifer, parce que la série télé Lucifer, nanana. Et après, plus tard, en fait, ce label s'est dilué. La plupart des séries ont été arrêtées, à part Dreaming et Hellblazer, qui a continué tout seul. Enfin, qui avait même eu le droit, en fait, à une sorte de survivance pendant 12 numéros avant d'être annulé. Et à côté de ça, encore un peu plus tard, donc dans vraiment la queue de comète de ce mouvement-là, il y a eu l'annonce d'une série sur le Corinthien par James Tynion IV et voilà, Esteren, Lisandro Esteren, j'ai envie de dire, ou Leandro Esteren, Lisandro Esteren. Arnaud, tu me... Oui, je vais vérifier pour ta mémoire. Hein. Merci. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire que c'est plutôt une sorte de complément qui justement va prendre le Corinthien comme un héros, ce qui n'était pas forcément toujours le cas jusqu'ici. Esteren, ouais, c'est ça. J'aurais du mal à vous dire pourquoi ou même quand ça se situe, parce que ce serait un peu du gâchis, vu que vous n'avez probablement pas lu Sandman vous non plus jusqu'au bout, et qu'il faut lire Sandman jusqu'au bout pour comprendre l'évolution du Corinthien, qui est très différent, en tout cas qui achève cette trajectoire de manière très différente de ce que vous a pu vous montrer la série Netflix. Donc voilà, on va suivre une histoire de ce personnage-là qui arpente les États-Unis à la recherche d'un cauchemar qui n'aurait pas été créé par Dream lui-même. Un cauchemar extrêmement terrifiant. Voilà, ouais. C'est une grosse créature avec des langues qui sortent de ses yeux. Est-ce que tu crois que c'est genre 2 heures dans une salle enfermée avec moi qui fait des blagues? Non, ça c'est déjà très terrifiant. Hein. Personne ne peut arrêter ça. C'est même le Corinthien, il se barre en courant. C'est l'Alpha Nightmare. Et à côté de ça, il y a aussi 2 personnages mystérieux, Mr. Ecstasy et Mr. Empathy, je crois, qui voilà, pareil, font un peu penser, tu sais, aux 2 personnages de Umbrella Academy, avec leur masque là. Ah, Cha-Cha et Aizen. C'est ça, il y a un peu de ce délire là, ou un petit peu aussi comme les 2 personnages de Sin City, Birch Lub et Douglas Clump, je crois. Donc c'est le duo en fait qui se donne la réplique, qui vanne souvent, mais qui sont un peu 2 gros psychopathes qui aiment bien défourailler des gueules. Donc voilà, c'est très bien écrit, ce qui est d'ailleurs toujours assez intéressant de se dire que Tynion avait bien fait un run de Hellblazer, enfin plutôt de Constantine à l'époque, du DCU avec cet artiste Tynion, ouais, James Tynion IV, ouais, avec Ming Doyle à la coécriture, et au dessin c'était Riley Rossmo à l'époque. Ah ouais, Constantine the Hellblazer. C'est ça, qui insistait plus. C'était Tynion qui écrivait ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Sur le côté un peu bi de Constantine, mais c'était vraiment très mainstream, c'était vraiment c'était limite un peu poupie en fait. Il y avait un côté sitcom ou romance qui était vraiment, voilà. Enfin, si vous connaissez Hellblazer, il faut du crado, il faut du tragique, il faut de l'horreur, il faut du morbide, il faut du social.
ce qu'a fait Zack Sparrow très bien ensuite. Et moi, j'ai tendance à me dire que maintenant, c'est peut-être le moment, en fait, de retenter l'expérience Hellblazer pour Tynion. Maintenant qu'il a prouvé que c'était un grand auteur de l'horreur et que, en indé, il avait vraiment cette qualité pour justement le morbide, pour l'angoisse, pour l'étrange, pour l'inattendu et tout ça. Non, je vérifiais quand Arnaud même. qui ne me croit pas, du coup. Non, mais je te crois, mais j'avais complètement oublié ce pan-là tu de l'avais pas lu, ce sa projet-là biographie. Tu l'avais pas lu. Oh, mais c'est assez longtemps, frère. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un reproche, mais je veux dire, personne ne l'a lu, ce truc-là, tu vois, c'est... Mais je pense que si, parce que Ray Rosemo, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc j'avais dû quand même y jeter un œil, mais je t'avoue que j'avais complètement zappé Bref, vas-y. Mais donc voilà, donc là, effectivement, il s'approprie bien l'univers du Corinthien, et Steren est vraiment très, très, très fort. Je le dis souvent, et je pense qu'à force, ça va devenir une sorte de gimmick qui signifie que je suis un peu obsessionnel, mais il y a vraiment un côté Sienkiewicz dans les compositions de planches, les designs et l'usage des couleurs. Est-ce que tu vois des Sienkiewicz le soir avant de te coucher? Je vois des Sienkiewicz qui sont vivants autour de moi, tu vois. Là, je te vois avec le physique de Sienkiewicz. Tu vois Polka Dot Man avec sa mère, moi c'est pareil, je vois partout Bill Sienkiewicz. Ah, ok. Du coup, je sais même pas à quoi tu ressembles en vrai, Arnaud. Pour moi, tu es un vieux Tu vois, t'as de McFarlane. Je suis quand même McFarlane, mais en jeune. Oui, il paraît ça. Voilà. Mais regardez vraiment la photo d'Arnaud avec McFarlane et dites-moi que c'est pas un Arnaud du multivers qui s'est infiltré dans notre réalité il y a 30 ans pour créer Spawn. Donc, ça me fait pas rire, j'ai trop mal à la gorge. Donc ouais, c'est un super projet, Black Label, c'est fidèle à Sandman. Il y a un roster d'artistes qui tourne à chaque numéro pour les flashbacks sur la vie du Corinthien. C'est Paquette au début. Il y en a plein d'autres qui sont super cool. J'ai un peu pas toute la liste en tête. Je sais que le 6e numéro qui conclut ce volume-là va être réalisé par Maria Yobet. Ah, cool. Ou Lovette, comme on dit en France, qui est donc l'artiste de... Mais dis donc, j'avais pas de mémoire aujourd'hui. La série de Brian Azzarello sur la jeune sorcière qui fait de la magie. Faceless. Oui, Faceless. Et aussi Luna, ouais, et Luna, avec les drogués qui font du cul et de l'horreur, là. Donc c'est vraiment un projet assez exigeant au niveau artistique, qui a embauché pas mal d'artistes très talentueux. Ouais, il y a du Francesco Francavilla. Voilà. Du Andrea Sorrentino et du Horreur. Aaron Campbell. Donc on est sur du très très haut. Campbell qui avait fait le Hellblazer de Spurrier en majorité avec et Bergara. Infidèle. Et Infidèle. Donc voilà, c'est pour le coup un très bon projet. Et qui est légitime, entre guillemets, dans la continuation de Sandman. Alors, l'autre truc, c'était quoi, déjà? Cy Spurrier et Aaron Campbell, justement, sur Suicide Squad, Blaze. Alors, après l'annulation de la série Hellblazer, Campbell et Spurrier, qui sont de grands potes, c'est un peu l'autre duo qu'il a quand il est pas que Bergara, se sont dit, ou plutôt on leur a dit, la Suicide Squad, ça marche bien depuis quelques années, on met des bons artistes talentueux dessus, comme Brian Azzarello et Alex Maliv sur Get Joker, qui a été édité, je crois, d'ailleurs, aussi en VF chez Urban, très bon projet. Ouais, alors il vient de sortir ou il va sortir, ouais. Ouais, parce que le numéro 4 avait été décalé. Et là, c'est une mini en 3, donc Black Label standard, sur en fait la SS qui va être mise à la recherche d'une créature paranormale qui serait aussi puissante que Superman, voire plus. Mais on sait pas qui c'est, on sait pas ce que c'est. En fait, elle disparaît. On sait qu'il y a une navette qui s'est effondrée sur Terre. Un alien en est sorti, donc à la Superman, mais c'était pas un alien humain, humanoïde, bienveillant ou doué de raison. C'était vraiment une créature qui juste se déplaçait à la vitesse de la lumière et faisait disparaître des gens, les tuant, les décapitant et tout. C'était assez horrible. On est vraiment sur de l'horreur là. Il y a des passages qui sont assez graphiques. C'est très graphique, ouais. Et donc Waller va mettre un binôme à chaque membre de la SS, sachant que là du coup c'est King Shark, Boomerang, Harley et Peacemaker, je crois. Ouais, c'est pas Deadshot, c'est Peacemaker. Et donc voilà, on va avoir de nouveaux personnages, un petit peu comme dans le volume de Tom Taylor, pour les accompagner, faire un peu chair à canon aussi, parce qu'on peut pas tuer les héros principaux. Donc c'est assez crado. Sachant que la particularité des gens avec justement qui sont intégrés aux personnages plus classiques, c'est qu'en fait ils sont issus d'un programme. En fait, on leur a injecté quelque chose qui leur donne des pouvoirs, mais qui fait que s'ils les utilisent, en fait, ils se consument, justement, comme une allumette, tout le Blaze un petit peu. Et par contre, quand l'un des 5 de ces 5 personnages meurt, en fait, les autres se partagent les pouvoirs entre ceux qui restent. Donc forcément, quand chacun a ses propres ambitions et tout ça, c'est pas dit qu'ils restent ensemble pour s'entraider. Ou ça, ce qui est plutôt utilisé sur la fin, parce que le reste, c'est quand même plutôt une série de commandos avec des galipettes, avec des coups de couteau, avec tout ce qu'on aime bien. Un truc vraiment pareil de genre qui nous rappelle, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, que le Black Label ne s'adresse pas aux lecteurs adolescents ou aux enfants. Et c'est là que se trouve la qualité réelle du format super-héros pour moi depuis quelques années maintenant. Donc plutôt que de lire justement ce qu'on vous fait en mainstream sur la Suicide Squad, qui est quand même assez chiant, je trouve. Attends, elle a été annulée en plus maintenant. Ouais, mais franchement, là, tu l'as lu un peu la série? Non, j'ai pas touché. C'était Loveness, je crois. Ça m'intéressait pas. Non, c'était éclaté, quoi. C'était le même mec que Teen Titans Academy. Oui, c'est ça. Comment il s'appelle déjà? Oui. Voilà, bon, lui, quoi. Il est chiant. Donc, ouais, non. Lisez ça, c'est bien. Et c'est bien.
Très bien, Corentin. bien aussi. Voilà, En plus, c'est bien. on en a terminé pour la partie VF. On va pouvoir passer du côté VO avec des premières annonces qui nous parviennent d'ailleurs de la New York Comic Con. Et ça là, je peux te le dire, Corentin, je l'ai vécu en direct. C'est Scott Snyder qui annonce renouveler son partenariat avec Comixology Originals. Il a signé, il avait annoncé il y a quelque temps avoir signé avec justement donc cette branche de comics en numérique, donc des créateurs own qui sont édités en VO chez Dark Horse et en VF maintenant chez Delcourt. Il avait signé un énorme deal avec son label Best Jacket Press pour faire 8 titres en créateur own, dont le fameux Démon dont on vous a parlé la dernière fois avec Greg Capullo, mais aussi Night of the Ghoul avec Francesco Francavilla dont on va reparler aujourd'hui. Clear avec Manapool, le truc avec les pilotes avec Tula Lotte. Barnstoppers, Ouais. mais aussi Canary avec Dan Panosian ou encore Book of Evil avec Jock. Et justement, en fait, à la New York Comic Con, il y avait un panel de présentation avec Jock, Scott Snyder et leur éditeur Will Dennis. Et voilà, et c'est au cours de ce panel-là qu'à la fin il a dit d'ailleurs j'ai une annonce à vous faire, en fait, en expliquant que voilà le deal qu'il a signé, a priori il en est très content, très certainement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue créatif, parce qu'à priori il peut vraiment faire ce qu'il veut. En même temps, c'est vrai que là il peut écrire 8 titres à chaque fois, et donc il a annoncé qu'il le renouvelle avec donc des nouveaux titres qui devraient arriver pour 2023. Ouais, c'est bien. Toi, tu es content ou pas? Ravi. Je pense que c'est le mot qui définit le mieux mon état actuel. Je pense que le son de ta voix et enfin les mots que tu prononces et ton regard ne sont pas en accord. Je joue pas assez bien. Je suis super content, Scott. Ah, ça fait franchement, en plus pour avoir des projets de qualité comme ça. Bah franchement, Book of Evil, c'est pas mal. Qui occupe pas du tout des bons artistes qui pourraient faire des trucs mieux à côté. Oui, non, mais oui, en fait, c'est toujours pareil avec Snyder. Il y a du bon et du moins bon. Tu sais que moi je l'ai trouvé assez touchant à le voir parler en vrai de ces trucs. Mais il est toujours touchant, il a ce côté écorché vif, et puis je pense que c'est un mec qui s'est jamais caché qu'il avait des problèmes d'ego, d'acceptation de son statut et tout. Même quand il est sur Batman, c'était pareil, quand tu l'écoutais en parler, c'était génial. Après tu lisais la série, bon, c'était un peu moins bien, mais il a toujours eu un truc touchant, Snyder. Moi c'est plus, je te dis, le manque d'éditeur en fait, c'est un problème que j'ai avec son travail. Même sur un truc comme Night of the Ghoul, t'as l'impression quand même que Francavilla essaie de recadrer un peu dans un style justement qui va faire beaucoup plus rétro que ce que Snyder voudrait, des bizarreries d'écriture, on va dire. We Have Demon, c'est un peu l'exemple parfait, enfin Démon, c'est un peu l'exemple parfait de ses limites en fait, de le laisser en roue libre. Comme on en avait parlé au précédent Back Issues, on sentait peut-être plus l'implication de Mark Doyle sur justement Dark Spaces. Ouais, mais du coup, c'est plus Will Dennis en fait qui fait ça que parce que Mark Doyle c'est chez ADW, c'est pas chez Comixology Originals. Oui, bien sûr, c'est ce que je te dis. C'est Dark Spaces Wildfire, c'était ADW. Oui. Voilà. Oui, c'est ce que tu sais bien. En fait. Oui, pardon. je suis moi-même embrouillé. Donc, du coup, voilà, tu vois, moi, c'est plus ça. Même Clear, en fait, avec le recul, je trouve ça très beau, mais j'aurais envie de voir Manapool sur des histoires peut-être plus ambitieuses ou plus originales, je ne sais pas. Ouais. C'est toujours, ma relation avec Scott Snyder est compliquée. Voilà, c'est notre statut. Tu t'es mis en statut, c'est compliqué sur Facebook. Je viens de la faire trop tard. Zut. mais donc, oui, non, mais c'est bien de voir un artiste qui arrive à ce point-là à s'émanciper des majors et à construire sa carrière en solitaire. Comme on va en parler tout à l'heure, en plus ça marche parce qu'il a de plus en plus de projets à Hollywood. Mais en fait, Scott Snyder, c'est un peu le type qui a presque la majorité de ses projets optionnés. Après, il y en a aucun pour l'instant qui a vu le jour, mais en tout cas, il a des options partout. Ouais, bien sûr. C'est comme une voiture, toute option, tu vois. Tu vois, genre Witches, ça fait des quoi? Tu veux que je réagisse à cette blague? Mais tu sais que tu m'as regardé. T'aurais pu. Mais t'aurais pu. Mais tu veux que je réagisse à cette blague? Bah ouais, dis quelque chose, genre, ouais. Une voiture toute option parce qu'il y a des options partout, mais c'est naze, Arnaud. Tu sais très bien que c'est. Mais non, c'est trop bien. Non. Regarde, tu te marres. Non, mais tu vois, mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Il s'est marré. Donc. Et Corentin qui rit. Oh punaise, vous savez pas ce qu'il fait. Comme le Batman qui rit. Ouais, c'est excellent. Donc, tout ça pour dire, Arnaud, que voilà, c'est la fin de cette phrase. Très bien. Non, si, je te dis, ça donne de l'argent à de bons dessinateurs qui pourront après s'émanciper. Ça se trouve, ils sont pas payés. Non, je pense qu'ils sont bien payés. Enfin, ce serait quand même bizarre en plus, c'est quasiment que ses potes. Tu vois, donc, à mon avis, les médias, c'est ce qu'il avait dit pour Noctera, tu sais qu'il avait fait le crowdfunding
pour que Ouais, mais c'était avant justement parce Tony qu'en Daniel, en fait avec Tony Daniel effectivement qui devait financer Chain dont on a toujours rien vu. Ouais, bah oui. D'ailleurs c'est un des loupés que j'ai eu de New York, c'est que je suis pas allé voir Ariel Constantina pour lui demander où est-ce qu'il était ce putain de bouquin. Mais ouais, c'est ça, c'est quand je pense qu'il a capté qu'au final le modèle financement participatif c'est très 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 chronophage et énergiphage et que c'est peut-être plus facile d'être simplement signé par un major parce que Comixology c'est un major aussi dans le monde de la bande dessinée américaine. Donc c'est plus facile pour lui d'être signé par cette boîte, par Amazon, hein, tout simplement, plutôt que de pour faire ceux qui des voient pas Amazon possède Comixology. plutôt que de faire des Kickstarter qui te bouffent toute ta vie, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mais après, il faudrait quand même qu'il livre ce qu'il a promis, quoi. Enfin... Oui, bah Noctera c'est fait. Oui, ça valait le coup, d'ailleurs. Les Chain, tu vois, moi, ça m'intéressait déjà un peu plus. Ah, de ouf, mais Chain... En fait, c'est Snyder dans l'horreur, je trouve ça va, tu vois. C'est un truc qui arrive encore bien. Ouais, puis après, c'est vrai que j'ai autre loupé, c'est que j'ai pas pu poser des questions, parce que dans le panel, tu peux toujours te lever pour aller poser des questions. En fait, à la fin, il y avait trop de monde pour ce panel-là, mais moi, j'avais deux questions. Effectivement, c'était où est-ce que c'est Chain? Et où est-ce que c'est Witches 2, ce que je vais faire, mais Jock, c'est très bien, Book of Evil, c'est marrant, la prose illustrée, tout ça, c'est comme Lady After Death, pourquoi pas. Mais Witches 2, ça fait combien de temps? Un numéro bonus. Mais non, mais je sais, en plus, je suis con, parce que j'ai posé la question à Will Dennis après. Et il m'a dit qu'ils attendent, en fait, plus de développement par rapport à l'adaptation, en fait. Pour voilà. Ah, les vendos. En fait, au final, c'est ce que Snyder avait dit ça, en plus, il y a pas si longtemps qu'il... Ça fait pas genre 8 ans qu'il en développe pour l'adaptation. Ouais, mais c'est ça, parce que il avait dit qu'il y aurait des nouvelles là pour Halloween 2022, mais au final, il y a rien non plus. Là, on est à Halloween 2022, donc il va falloir se manier le cul. On n'est pas encore Halloween 2022. Oui, non, techniquement, on n'est pas le 30. On n'est pas le 31 là quand on enregistre. Oui, mais ce serait quand même surprenant. Ou remarque, je suis très très tillon sur les dates. Hein, peut-être que le 31, en fait, pendant que tout le monde fera la fête, pendant de se bourrer la gueule avec du titre. T'imagines, il faudrait. Mais franchement, non. Ça arrive. Non, ce qui serait incroyable, c'est qu'il fasse une Kirkman. C'est qu'il sorte le numéro comme ça, tu sais. Paf. Le 31 octobre, Witches 2 sort en numérique, je sais pas, dispo chez tout le monde. Tu sors pas un numéro d'Halloween pile le jour d'Halloween. Tu le sors avant pour profiter du happening marketing autour de l'horreur. Ouais. Les produits de mode horreur. Mais regarde bien. Hein. Oui, mais le happening, tu le fais, si tu le fais avant, il y a pas de surprise. Faut pas dire que tu vas le faire avant. Non, mais tu le sors, je sais pas, une semaine avant. 3 jours avant. Ouais. Ou jour même. Je sais pas, moi, non, je peux marquer. Enfin bref, voilà, Scott Snyder. Moi, je veux éditer Spaceman en France, je connais rien à l'édition, tu sais bien. Scott Snyder n'en a donc pas fini avec le Creator Round et on sera curieux de voir quand même les projets annoncés et surtout les artistes impliqués dans ces projets. Oui, ça par contre, oui. Corentin, on va continuer du côté de DC Comics qui avait fait pas mal d'annonces, hein, on l'a dit, à la New York Comic Con, les éditeurs ont joué le jeu et donc il y a eu pas mal d'annonces, alors notamment cette annonce du premier event de 2023 de DC qui a été annoncé, alors c'était le panel DC Multiverse, ça s'appelait, où il y avait plein de monde et c'était présenté notamment par ce fameux éditeur Ben Abernathy, dont moi j'entends beaucoup de bien et que j'ai pu voir. En fait, c'est un vieux monsieur, en fait, il est assez âgé, je ne pensais pas du tout, et il avait l'air, en tout cas il faisait des bonnes blagues, il était bien marrant. Et donc qu'est-ce que c'est Lazarus Planet? Eh bien c'est un event qui, alors par contre on va essayer de rester sérieux en parlant, en se disant qu'on a quand même plus que 10 ans. Aucune promesse. On a plus que 10 ans. Mais si vous avez moins que 10 ans, peut-être que ça va vous plaire. En fait, c'est dans les suites, en fait, de l'event Batman versus Robin de Mark Waid. En fait, il y a le volcan de Lazare qui entre en éruption. Et du coup, l'éruption fait qu'il y a du produit de Lazare, du Lazarus Pit, les fameux puits en fait qui permettent de ressusciter, non, qui font des nuages et après font des pluies, c'est comme des pluies acides, tu vois, quand t'as une éruption volcanique, les pluies sont très acides après autour. Là, sauf que les pluies, il y aura du liquide de Lazare et ça va modifier les héros et les héroïnes et les vilains et les vilaines de DC Comics et du coup ils vont avoir des nouvelles capacités. Est-ce que t'as 10 ans, Corentin? Mais même à 10 ans, je pense que ça m'aurait fait chier, ça. Donc, ce qui est marrant, c'est, en plus, ils font un event avec un mode de publication un peu particulier, parce que c'est que des one-shots, en fait, qui sont publiés. Enfin, t'as une nouvelle, techniquement, ils l'ont annoncé comme ça. Et donc, il y a Lazarus Planet Alpha et Lazarus Planet Omega, voilà. Batman qui a un casque de Dr. Fate sur une des couvertures. Qu'est-ce que c'est que c'était? Et après, t'as 5, Les images sont hideuses. Qu'est-ce que c'est que ces concepts?
Mon Dieu, c'est quoi le costume de Robin chelou là? Pourquoi on dirait Robin des Bois vraiment? J'avoue que le Batman avec le casque de Dr. Fate, c'était à Superman. C'est John Kent, je crois, qui a un costume de Superman bleu pour un peu mieux. Et derrière, alors je sais pas qui c'est qui ressemble à une gargouille démon trop chelou là. C'est Martian Manhunter. C'est qui ça? C'est Batwoman avec l'espèce de string là? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est pour me tuer en fait tout ça. En fait, mais regarde sur le premier visuel. Donc vous pouvez aller sur Comics Blog pour regarder, mais sur le visuel officiel, les bras de Damian, regarde la morphologie, elle est bien chelou. Enfin voilà, ça a l'air. Voilà, donc en plus de l'ouverture et de la conclusion, il y aura donc des one shots qui s'appellent Assaut sur Krypton, We Once Were Gods, Legend Reborn, Next Evolution, Dark Fate. Hey, Dark Fate. Ça a l'air quand même d'être un peu la foire à la saucisse, ce truc, je trouve. Ouais, bon, c'est compliqué quand t'es un lecteur un peu chevronné de trouver encore un intérêt à ces événements éditoriaux qui sont juste là parce qu'on te dit, bon, il faut quand même un pic de vente dans l'année ou un truc un peu marketing. Un pic de vente avec ça, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lazarus Planet. Encore une fois, hein, il le faut, quoi. Même le pitch, on va parler de Marvel après, tu vas voir que c'est pareil. Hein, oui, non, mais après, c'est vraiment un constat que je me faisais, c'est qu'au final, il y a eu beaucoup d'annonces, donc ils ont joué le jeu. Par contre, en termes de trucs vraiment excitants, en fait, il y a tellement c'était pas d'événements, très excitant, quoi. Tu vois qu'à force, ils arrivent plus à trouver d'idées, quoi. Là, c'est vraiment, c'est quoi ce délire, quoi? C'est un volcan qui entre en éruption, il pleut de la pluie magique qui les transforme tous. Mais tu dis, mais attends, mais moi, je peux t'écrire ça, si tu veux. Mais ce qui est marrant, c'est que tu sais, quand même te raciner sur un truc, tu vois. En plus, tu sais, c'est quand même, attends, c'est coécrit, ouais, c'est ça, c'est coécrit par Mark Waid et Gene Luen Yang. Ouais, mais Mark Waid. C'est des bons auteurs. Récemment, Mark Waid, quand même, sur son Batman Superman World's Finest, c'est pas mal. Je crois que c'était chiant. Tu m'as dit que c'était chiant. Non, moi, j'ai pas dit que c'était chiant. Je crois que tu m'as dit vraiment, c'est de la merde, hein, Corentin. Ah non? Tu m'as dit, Mark Waid, c'est vraiment un gros con. Non, j'ai pas dit. Tu m'as dit, si je le vois, je lui mets une patate tellement il m'a saigné les yeux. C'est pas du tout ce que Pourquoi t'as dit ça, d'ailleurs? Arnaud, c'est pas très gentil, hein. C'était pas moi. C'était sûrement quelqu'un du multivers. Ouais, c'était l'autre Arnaud du multivers. Non, mais Batman Superman, c'est pas mal, notamment parce que t'as Dan Mora aussi qui dessine, donc c'est quand même toujours plutôt sympathique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même deux bons auteurs aux commandes, donc ça peut être sympa, surtout qu'il essaie de ramener justement, c'est Gene Luen Yang qui en profite pour ramener son personnage, c'est Monkey Prince qui est inspiré du Voyage vers l'Ouest. Tu veux pas ramener New Superman plutôt? Bah, on aimerait bien aussi. La Justice League of China, ouais. Ça serait peut-être mieux. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que je me dis qu'à un moment, tu sais, ils faisaient leur retraite de scénariste, là, peut-être c'est Marc et Gene, tu vois, ils étaient dans leur retraite de cinéma. De drogue, mon gars. Et qui veut de la MD, les copains? Avant la réunion, ça va nous détendre. Et t'as Ben et Jimmy, ils ont fait, bon, les gars, brainstorming de scénaristes, là. Ils ont fait, qu'est-ce qu'on, bon, les gars. qu'est-ce qu'on fait en 2023? Moi, j'aime bien les volcans. Ah ouais. Et après, on aurait dit. Écologique, j'adore. Ouais, les volcans, il entre en éruption. Oh ouais. Oui. T'imagines si le volcan, c'est un volcan de Lazare. Il y a pas eu un truc comme ça dans Future State, déjà? Non. Mais te rappelles-toi le nouvel numéro sur Tim Drake, où il y avait un truc par rapport à, je sais plus, mais il y avait le Green Goo, tu sais, qui était en circulation Gotham City, comme une sorte de drogue qui se vendait. C'était pas un truc de Lazare aussi? On va retrouver le numéro. Ou peut-être du Venom, sinon, c'est. Ah, peut-être, ouais. Ouais, mais c'est le blanc, Venom aussi, il est toujours. Ça, enfin... Non, parce que. Ah, mais c'est vrai qu'en plus, il était accro aussi au Venom et qu'à la fin, il balançait toutes ses drogues, ses doses par un avion et tout, là. Oui. C'est un pas de ça aussi. C'est les mecs qui savent plus quoi faire. C'est n'importe quoi. En plus, ce qui est trop bizarre, c'est que techniquement, le Venom te donne de la super force et le Lazare, c'est censé te ressusciter, donc c'est pas censé pas mort, en fait, ça sert à rien, c'est ça. Voilà. Parce qu'on a déjà vu plein de gens qui se jetaient vivants pour sauver quelqu'un qui était dedans ou juste pour plonger quelqu'un dedans, il leur sort pas avec des super pouvoirs. Après, peut-être que là, c'est un effet stratosphérique. Oui, c'est ça. Non, mais c'est la pollution. Tu vois, c'est un truc comme ça. Ça se trouve, ça va dénoncer. On va croiser le smog et... Ouais. Hop, allez. Enfin bref, donc ça démarrera en janvier 2023 et super. Voilà. Ça fait plaisir. Sortez les saucisses. Vivement, ça sera pas ça. On se réchauffera avec des saucisses. Par contre, plus intéressant. Je vous rappelle quand même, il y a plein de trucs super chez DC quand même. Hein. C'est juste précisément les événements. On fera, je pense, un jour un podcast débat là-dessus. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête cette habitude de faire des événements pour faire de l'événement. Là, il y a vraiment plus d'idées, ça se voit, quoi. C'est triste. Ouais. Par contre, plus intéressant, c'est les changements à venir un peu chez dans les titres de Superman. Oui. Puisqu'ils ont annoncé quand même des gros bouleversements. Alors déjà, il y a une nouvelle série Superman qui était annoncée. Il y aura un relaunch qui sera de Joshua Williamson, donc le maître architecte à bord de DC Comics en ce moment. Jones Jr.
puisque voilà, c'est lui qui fait Infinite Frontier, qui fait Dark Crisis on Infinite Earth, et qui va faire du coup Superman avec Jamal Campbell au dessin, donc ça va être le feu quand même. Ça va être beau. Jamal Campbell, c'est Far Sector et c'est Naomi, et c'est à chaque fois super beau. Donc ça va être intéressant. Et surtout, c'est parce que Kal-El est retourné sur Terre après être parti pendant quelques temps sous Philip Kennedy Johnson pour la War World saga dans Action Comics, et pendant ce temps-là c'était John Kent qui était le Superman sur Terre, dans le titre notamment de Tom Taylor, Superman Son of Kal-El. Justement, le titre va s'arrêter puisque vu que c'est Kal-El est de retour, il y a plus de raison d'avoir un Superman Son of Kal-El, pardon. Mais par contre, Tom Taylor n'abandonne pas le personnage pour autant, puisqu'il va continuer les aventures, mais avec un titre qui s'appellera Adventures of Superman John Kent, histoire de poursuivre ses aventures. Et l'autre changement plus important encore, c'est que Action Comics va un petit peu changer de format de publication, puisqu'on pourra suivre 3 histoires en même temps. C'est-à-dire qu'il y aura toujours Philip Kennedy Johnson qui sera dessus avec Rafa Sandoval, donc là pour l'histoire principale, mais on aura une autre histoire sur Power Girl, oui c'est ça, pardon, avec Léa Williams et Marguerite Sauvage. Et c'est cool ça. Et l'autre truc qui est encore plus cool, moi je trouve, c'est que Dan Jurgens et Lee Weeks se reforment pour faire Lois and Clark 2 Doom Rising, qui sera une suite donc à Lois et Clark, donc qui se replace à l'époque où John Kent était gamin. Vraiment dans cette continuité là, et ça par contre je trouve ça super chouette. Mais limite c'est le côté un peu hors continuité qui va le rendre intéressant, parce que après c'est le titre que si t'es pas intéressé par une des trois, par toutes les histoires, tu attendras en fait juste que le trade dédié sorte, et je sais pas. C'est-à-dire, j'ai pas compris, excuse-moi. Parce qu'il y a 3 histoires en parallèle à suivre, mais si toi tu voulais juste suivre Lois and Clark 2, tu veux dire que les 3 trucs que tu as cités là passent par le même canal de publication? C'est ce que je dis. Excuse-moi, j'avais pas compris, je crois que c'est 3 mini. Non, ça c'est les 3 histoires à suivre dans Action Comics à partir du 1051. Du coup, elles font combien de durée? Enfin, ce sera c'est 13 ou ouais, un truc dans ce genre, je pense. Ouais, c'est un peu con ça pour le coup, non? Parce que William, ça reste un peu vedette. Jurgens, c'est une grande vedette. C'est un peu bête de les mettre ensemble. Enfin, je sais pas. Ça mais en même temps, ça fait un peu Action Comics à la scène, parce qu'à l'époque, c'était comme ça aussi. Hein. T'avais 3 histoires séparées en général. Après, c'était des histoires complètes à l'époque, parce qu'ils faisaient pas forcément du feuilletonnant, mais. Oui, non, tu as sûrement raison. Marc, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Surtout que sur la couverture du Action Comics en question, on voit plein de nouveaux personnages, notamment des jumeaux avec. Qu'on sait pas, il s'appelle juste les jumeaux. Sur des concepts de Dan Mora, on voit des nouveaux costumes, on voit notamment ce costume un peu Superman bleu aussi de John Kent. Donc ouais, il y a du changement quoi chez la Sups Family. Écoute, la série de Tom Taylor, moi, elle était bien, donc je trouve c'est un peu dommage de l'arrêter. Oui, mais ça continue avec une mini-série, donc. Mais oui, mais du coup, ça s'arrête quelque part, parce qu'il y a une mini-série. Il y en aura une, peut-être qu'il y en aura une autre, et encore une autre. Je pense qu'on aurait pu, mais peut-être on perd un peu l'habitude des runs de plusieurs années de scénaristes aussi, parce que, ou alors Tom Taylor est trop occupé à faire trop de trucs à la fois, partout dans l'industrie. Mais j'aurais bien aimé le voir, prendre quelques années de plus, tu vois, comme ce que Bendis avait pu faire. Mais bon, évidemment, voilà, il faut faire revenir Kal-El, il faut encore une fois répondre au changement des héros, qui n'est toujours qu'un cycle dans l'industrie. On vous retire le héros principal 2 ans, puis on vous le remet en mode genre, regardez, il est revenu, c'est trop bien. Alors qu'on aurait pu ne pas l'enlever au départ et juste faire une série sur John Kent de base. Donc là, voilà, moi, ça me plaît à la fois, tu vois. Williamson, on le dit à chaque fois, hein, c'est pour moi pas le sauveur des planètes. Ils le prennent pour Geoff Johns, je pense, parce qu'il a ce côté maintenant architecte qui dirige le navire d'essai, mais en dehors de ses travaux comme Rogues ou ses projets en dehors du mainstream, je trouve que c'est pas un mec qui... Enfin, il est talentueux, mais c'est très classique. Tu vois, sa façon d'écrire est très classique, c'est très académique, c'est très scolaire, c'est très rebondissement, cliffhanger et tout. Moi, sur Superman, j'étais bien pour une voix un peu neuve comme Tom Taylor, justement, pour des thèmes un peu neufs en plus. Revenir au classique, tu vois, encore une fois, les patates... le steak patate, je sais pas quoi, alors le steak frites, c'était DC voilà. Rebirth, ça. Là, ça fait un peu ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait comme quand Geoff Johns avait récupéré Superman, on remet un peu le chef scénariste pour dire, regardez, on va rendre à Superman sa place de phare dans la nuit, de leader, de figure fondatrice et dirigeante, alors qu'avant c'était Wonder Woman jusqu'à récemment, mais ils ont changé d'avis, visiblement. Ça me paraît un peu bête. Je trouve ça aussi d'ailleurs très dommage de ne faire qu'une mini-série pour la suite du run de Taylor. Mais elle sera sûrement très bien. Campbell, comme tu l'as dit, c'est une brute au dessin, donc c'est cool. Le projet Power Girl, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Power Girl.
parce que déjà c'est un commentaire méta sur l'industrie, le rapport aux femmes et tout, mais au-delà de ça elle a vraiment eu droit à des super volumes et c'était un peu dommage. Connor et Palmiotti, hein. Voilà, parce que le personnage de Supergirl par exemple m'intéresse un peu moins. Je trouve qu'elle est pareil, trop straightforward, trop classique par rapport à Supergirl qui a ce côté un peu plus folie, tu vois, parce que ça part d'une blague de cul entre guillemets au départ, tu vois, donc il y a toujours moyen de circuler, d'en faire un truc plus original, plus indépendant. Et c'est vraiment Supergirl qui a pris le lead sur les à côté de Superman pendant quelques années. Donc là, elle revient, je suis content. Léa Williams, c'est une très bonne scénariste en plus. Et puis, Daniel Organs qui revient effectivement pour réaborder une période qu'on aurait, moi personnellement, pas voulu quitter. Tu vois, c'est-à-dire l'époque de l'enfance de John. Ouais. La possibilité de revoir Damian et John faire des conneries ensemble. Et Lee Weeks, voilà, très très bon dessinateur, Lee Weeks. Donc oui, non, mais il y avait plutôt des bonnes choses dans le tas finalement. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est plus, je me pose la question encore une fois de combien de scénaristes il reste chez DC pour que Williamson soit vraiment en rotation. Mais il fait vendre. Oui, mais c'est pas, oui. Bah si, c'est ça qui compte. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis qu'en fait, il est vraiment annoncé sur plein de trucs à la fois et. Oui, mais bah non, si enfin plein de trucs. Kim Young-gi au début du podcast. Oui, non, mais attends, c'est plein de trucs, mais c'est des trucs qui s'enchaînent, c'est pas en parallèle parce que Dark Crisis sera fini quand. Ouais, mais à côté de ça, il faut qu'il fasse de la gestion pour donner des directives à l'univers et tout, tu vois. Enfin, peut-être pas autant que ça non plus. Il est pas CCO, hein. J'ai vraiment l'impression la prochaine étape, c'est de le mettre Chief Creative Officer, tu vois, vraiment. Tu veux un pari kebab là-dessus? Peut-être pas un pari kebab, mais ça me paraît très logique. On est passé sur 2 soi alors. Mais c'est pas que je suis sûr de moi. Je t'ai connu plus aventureux. Je te dis que la logique voudrait que justement, vu qu'il lui file le rôle de Geoff Jones et que c'est le chef scénariste de l'univers DC, ce serait logique d'en passer par là ensuite, tu vois. Ouais. T'es pas obligé de me dire j'y crois pas, juste est-ce que ça te paraît logique, tu vois, c'est tout. Parce que si tu fusionnes Geoff Jones et Joshua Williamson, ça fait Josh Williamson. Ouais. Donc, news suivante, voilà. Qu'est-ce qui vient ensuite, hein, on passe du côté de chez Marvel. Voilà, très bien. Qui a aussi joué le jeu. Et clairement, ils ont fait, puisqu'on est l'éditeur qui sature le marché avec tous les comics qu'on sort, et on va faire pareil à la New York Comic Con et on va saturer le marché de l'actualité en faisant plein d'annonces. Alors du coup, Corentin, et ça il l'avait déjà fait l'année dernière, tu sais, de faire leur slide. La frise chronologique. Ouais. Avec la frise qui mime en fait vraiment les phases de Marvel Studios, mais là ils en profitent pour annoncer leurs events. Donc on savait déjà notamment que Sins of Sinister arrivait très très prochainement, qu'il y a Dark Web aussi qui a eu droit à des mini-séries supplémentaires, enfin des titres sur Red Goblin, mais un nouveau Red Goblin, on sait pas qui c'est, parce qu'à la base Red Goblin, donc c'est Norman Osborn en fait qui privé de sérum de Goblin en fait fusionne avec le symbiote Carnage, et récupère tous les souvenirs de Cletus Cassidy. Et là ce sera pas le cas. Et là, ce sera quelqu'un d'autre, ouais. Il y a aussi Hallows Eve qui aura ça droit à son titre. Alors, Hallows Eve, c'est un personnage qu'on connaît pas encore, en fait, parce que, voilà, elle va être présentée là, dans le numéro d'Amazing Spider-Man qui sort cet automne et qui, du coup, sera importante pour Dark Web, sachant que Dark Web, c'est l'association de Madeline Prior et de Ben Reilly, donc, les clones respectifs de Jean Grey et de Peter Parker, qui, se disent, on a été tous les deux clonés, vas-y, viens, on se venge de Peter Parker. Et des gens en général. Et du coup, Spider-Man demande de l'aide des X-Men pour s'en sortir. Donc il y a ça qui arrive, il y a Sins of Sinister où là aussi ils ont annoncé plusieurs titres. Sins of Sinister, ça pareil, ça fait partie des choses où je me dis c'est un event à la con, mais il y a Kieron Gillen qui est derrière tout ça. Ouais. Et ils annoncent trois mini-séries. Et en fait, l'event, pour le coup, ne fait pas intervenir les séries régulières X-Men comme ont pu le faire X of Swords ou Hellfire Gala. Mais en fait, ils développent ces trois mini-séries en plus des séries régulières. Ouais, mais elles sont à part. Donc si tu veux juste lire Sins of Sinister, tu n'es pas obligé d'être à jour sur toutes les autres séries a priori. En plus, c'est l'équipe créative est pas dégueu. Elles sont trop bien. Non, elles sont super bien. À chaque fois, t'as des très bons. Kieron c'est sur Immortal X-Men, c'est ça? Hein? C'est sur Immortal X-Men, Kieron Gillen? Ouais, il fait ça, mais il fait Immoral X-Men aussi. Ah, c'est ça, oui, ok, Immoral. Il suffit d'un thé. Parfois, il suffit d'un thé. Il y a Ali Wing sur Storm and the Brotherhood of Mutants, parce que forcément, il a fait Sword et X-Men Red, qui nous parle, en fait, de Mars à Araco, en fait, qui a été terraformé pour justement que les X-Men puissent avoir aussi leur QG. Et le troisième titre qui a été annoncé, c'est Nightcrawlers. Alors ça, pour le coup, le synopsis est assez étrange. Ouais, le synopsis est très bizarre.
puisqu'en fait Sins of Sinister c'est une sorte d'Age of Apocalypse dans lequel Mr. Sinister aura réussi à refaçonner le monde à son image, et dans Nightcrawlers en fait il a en fait fait sa propre armée de mutants en combinant l'ADN de Nightcrawler, donc Kurt Wagner, avec celui d'autres mutants, et là notamment sur la couverture on voit un personnage de mashup qui s'appelle Wagnerine. Non, c'est ça. Wagner plus Wolverine, donc Wagnerine. Ouais, Wagnerine, pardon. C'est ouais. Tu te rappelles des amalgames? Non, les trucs les Infinity Warps. Ah, les Infinity Warps. C'était ça, c'était pareil, c'était un peu pareil. Mais là, c'est précisément que des clones de Kurt Wagner. Ouais, mais pour le coup, c'est Cy Spurrier qui écrit, donc. Oui, non, mais là, c'est probablement le haut du panier des crossovers Marvel qui s'annonce, hein. En tout cas, au niveau de l'équipe créative. Ouais, c'est ça. Faudra voir comment tout ça est mené, évidemment, mais de toute façon, on voit qu'il y a encore chez Marvel l'envie de ne pas abîmer trop vite la ligne X-Men, même si on va y revenir. Un peu plus tard dans la liste des événements, puisque il en manque un. C'est ça, voilà. C'est parce qu'après donc Captain America Cold War, on en avait déjà parlé aussi parce que ça avait été annoncé à la SDCC. Et après, voilà, ils ont annoncé leur gros panel dans le panel Marvel Next Big Thing, qui pour le coup était hosté par Nick Lowe. Et donc je peux te le dire, mon gars, Nick Lowe, la version caricaturale qu'on en fait ou qu'on s'imagine en lisant les communiqués de presse, c'est la vraie. Mais attends, moi quand j'ai créé ce personnage de Nick Lowe dans mes articles, c'est parce que en regardant ses vidéos. Ouais. Voilà, je l'ai vu faire les interviews, notamment à l'époque du Batman, du Spider-Man des Abrams. Et c'était vraiment, mais c'est le mec obséquieux, quoi. Il te serre la main, tu comptes tes doigts pour voir si t'en manques pas, hein, tu vois. C'est un marchand c'est un vrai marchand de tapis, c'est un truc de ouf, quoi. Vraiment à te dire que tout est incroyable, que tout est génial. Amazing, machin. it's the greatest. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'était assez impressionnant. Et donc 2 events en plus, on est déjà en fait sur la fresque 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6, techniquement à 6 events en fait répartis sur la première moitié de l'année, en fait. Du coup, un par mois. Presque, quasiment. On a rattrapé les caricatures. Après, ça dépend il y en a qui seront plus ou moins importants parce que Captain America Cold War, c'est entre les 2 séries Captain America, ça va pas non plus déborder de plus. Par contre, pour l'été. Oui, mais t'auras peut-être des variantes ou des tailles, tu vois. Oui, mais ça tout fait, oui, un petit peu toujours. Du coup, oui. Tu one shot par support, là. Pour le premier event de l'été, et ils se sont bien foulés aussi à leur retraite chez Marvel. Ils ont fait, Chester, c'est l'été là, il faut qu'on fasse un event. Ouais, qu'est-ce qui a marché là, Absolute Carnage, King in Black. Ouais, vas-y, on refait des symbiotes. Et comme ça sort l'été, on va appeler ça l'été des symbiotes, Summer of Symbiotes. C'est une bonne idée. Et c'est pas mal, hein. Parce que les symbiotes. Et oui. Ça sort l'été. Et oui. Et ben du coup, c'est l'été des symbiotes. C'est logique. Et ben oui. Ça renseigne les gens sur le contenu. Pour pas dire que c'est mensonger pour le coup. Voilà. C'est incroyable. Attends, c'était quoi l'autre truc? Parce que du coup, je t'écoute, c'est Extreme Carnage le dernier. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Extreme. Il y avait ça aussi. C'est. Attends, mais non, mais Extreme Carnage. Si, avec, mais c'était PKJ aussi, je crois, non? Extreme Carnage, c'était avec la nouvelle série Carnage de. Il y a pas un event symbiotique encore. Non, mais Extreme Carnage. Oui. On a réussi à l'oublier, c'est sûr, mais. Non, mais oui, il y a eu un truc Extreme Carnage, mais par contre, c'était le truc juste après King in Black, et du coup, ça n'avait aucun sens. Oui, c'est ça, ouais. Ça n'avait aucun intérêt. Qu'il l'avait décalé parce que, en fait, le film Venom 2 avait été décalé, du coup, il leur fallait un event encore plus pour mettre du symbiote. Ouais, je sais pas. Et d'ailleurs, je sais pas comment ils s'y sont pris pour ramener, en fait, la flemme des symbiotes. Parce qu'à l'époque, c'est une bonne idée, quand même, le symbiote, tu vois, au départ. Et puis, dans les années 90, ils ont foutu partout. Il y avait des symbiotes partout, tout le temps. Symbiote. Imaginez s'ils prenaient les pouvoirs des Deadpool et tout. Et là, on en revient, en fait. Ça y est, ils chient du symbiote chaque année. Il va y avoir un nouvel élément symbiotique. T'es en mode genre, bon, bah voilà, ça va durer 3-4 ans et il va falloir serrer les dents. Il n'y a même pas de synopsis, en plus. Non, mais là, c'est normal, ça, là, parce que là, c'est juste du teasing. Donc, en fait, voilà. mais genre, si l'événement. Il est encore trop tôt. Le nom de l'événement. Oui. Summer of Symbiote. Est-ce que ça aura une importance dans le scénario? Genre, tu sais, c'est l'été, les symbiotes vont à la plage, ils bouclent leurs vacances à la boule. Là, pour le coup, là, pour le coup, c'est vraiment très, c'est trop marrant, ça, pour le coup. Toxine et Carnage qui partent en vacances à la mer. Regarde, j'ai possédé un requin. Ah, trop con, il est trop con, ce mec. Il va posséder Jeff, ce bâtard. Tu vois, voilà, là, ça m'intéresse. Mais du coup, oui, non, franchement, là, il y a rien qui, à part si c'est The Finistar pour l'équipe créative, mais. Et l'autre, et le dernier event, donc. Ouais, bon, celui-là, il va être important, je pense. Fall of X, donc un event pour la lignée mutante, pour la lignée vraiment krakoenne.
Et comment ils ont présenté ça? Ils ont dit vraiment ouais, pendant des années on a pensé que voilà que les X-Men étaient du côté des good guys et maintenant et c'était je sais plus qui c'est, c'était Jen McKay je crois qu'il disait et maintenant c'est let the bad guys have it. Les bad guys. Donc en fait ça va être clairement les méchants qui se sont rangés du côté de Xavier pour essayer de faire vivre en fait cette utopie de Krakoa vont maintenant dire en fait on en a marre, on va tester notre méthode et j'imagine que ça va sûrement précipiter. Oui, bah voilà, c'était l'ère de Krakoa. Après, moi, je le vois, ils vendent tellement de titres X-Men, je les vois pas du tout arrêter. L'ère de Krakoa, oh, quand même. Bah non. Bon, pour moi, c'était assez. Pour moi, Fall of X, c'est un X of Swords. Et après, après, il y aura une nouvelle ère après, parce que là, on est dans Destiny of X. Donc, il y aura Fall of X. Après, il y aura, je sais pas, Rebirth of X. Ouais, un truc comme ça. Rise of X. Ouais, Rise of X, par exemple, tu vois. Rise of X. C'est Hickman qui revient, du coup. Vous êtes bien amusé à mon absence, ça va. Rien n'a été cassé. Mais je pense que moi, non, à mon avis, c'est la fin de l'ère, mais comme Kal-El Returns, tu vois, il y a toujours ce côté cyclique où c'était comme Genosha, voilà, c'est une nouvelle période qui va rester dans l'histoire comme une tentative de faire un truc. Et après, il va falloir qu'on ouvre un peu en prenant un nouveau scénariste ultra vedette pour refaire un énorme relaunch. Mais rappelle-toi, Age of X-Men, je veux dire, Marvel, si tu les laisses faire, ils renouvellent les X-Men tous les 6 mois et ils butent tout le monde. Ouais, mais justement, là, le fait c'est que même si Hickman s'est cassé depuis Inferno, la ligne garde l'empreinte graphique, le design, la façon de fonctionner et tout ça, et donc ça reste toujours. Et on sait, ouais, mais on sait que Hickman avait donné des indications pour que ça dure encore plusieurs années. Regarde Araco, ils vont arrêter, par exemple. La colonie martienne, ils vont arrêter. Tu vois. Bah, peut-être pas. Ça aurait pu durer des années. Et c'est un synopsis de projet. Tu l'as fait dans tes annonces. Il y a une mini-série avec Storm, mais oui. Bon, bref, je vais pas spoiler. Oui, mais c'est pour ça, faut pas spoiler Corentin. Mais on se doute bien, mais c'est comme Superior Spider-Man. Personne croyait que ça allait durer 28 ans, tu vois. Je te rappelle que c'est un Age of Apocalypse Sinister, donc ça, tu peux revenir au statu quo très facilement aussi. Moi, on verra bien, donc, mais à mon avis, il y a une fin prévue à la saga de Krakoa. Ouais, mais pas après Fall of. Moi, je te parie, voilà, Paris Kebab, ce sera pas la fin après Fall of X. Il y aura quelque chose après, ok? Ah bah attends, mais parce que du coup, ça peut être juste 6 mois de mini-série, hein. Non, mais ça veut dire qu'il y a Krakoa n'existe plus. Il y a une autre. Non, ce que je te dis, c'est que après Fall of X, il y a une autre étape toujours avec cette même continuité graphique et tout ça, d'accord? Ah mais ça, j'y crois aussi. Parce qu'ils devront faire un épilogue quand même. Tu vois, il y aura genre Ashes of X, tu vois, ou non, mais pas un épilogue, une ère qui continue comme Dawn of X, comme Reign of X, comme Destiny of X. Je prendrais plutôt le pari de 2024, Krakoa n'existe plus. Ça me paraît. Ouais, non, coupons la poire en deux. Non. Si t'es sûr de toi. Bah, j'aime pas les poires. Donc, il va y avoir quelques mois de. En plus, Fall of X, ça commencera cet été. Ouais. Du coup, ça va pas être fini avant 2024. Bah, si. Bien sûr que si. Bon, il m'intéresse pas ce pari, Arnaud, voilà. Tu essaies de me piéger, là. Vraiment, je t'ai connu plus aventure. On dirait que t'aimes moins les kebabs depuis quelques temps. C'est bizarre. Ouais, j'ai maigri, t'as remarqué aussi. T'as vu? C'est peut-être pour ça. Je suis fit. Non, t'es pas fit. Si, je suis fit. Non, pas encore. Ok, d'accord. Je vais demander à j'ai demandé à Thibaut Inchep, il a dit que t'étais pas fit. Oh, celle-là, non, franchement. C'est pas une blague. Je vais vraiment demander. J'ai vraiment demandé. Et il t'a répondu, arrête d'être triste, arrête d'être fatigué, va à la muscu, connard! Ouais, c'est ça. C'est qu'une merde! C'est ça. Et depuis, je vais vachement mieux. Allez, Corentin. Remarqué, les autres annonces bien fit, toi de Marvel, complètement. Alors, un bon petit passage à New York, il n'y a rien de mieux pour c'est l'enfer. Hein. Ah ouais? Pour manger là-bas, c'est infernal. Sérieux? Je croyais qu'il y avait pas mal de restos. Déjà, en plus, c'est cher. Ah bah oui, ça par contre. Non, mais c'est devenu exorbitant. Parce que moi, il y avait... Non, mais... Ma bonne dame. Non, mais je te jure que en 2019, tu trouvais des vendeurs de hot dogs dans la rue, là, c'était $2. Maintenant, c'est 6. J'ai même vu des gens, ils te vendaient des bretzels. Alors, c'est des bretzels américains, donc ils sont gros, mais des bretzels à $6. Quoi? Non, mais à $6 le bretzel? Le truc qui coûte €1 en boulangerie ici, quoi. Ah, un petit bretzel, genre. Non, mais le bretzel, après, toi, ça, le bretzel. Non, mais le vrai bretzel alsacien, si, c'est €1 et quelques. N'importe quoi. Vrai. En plus, le mec, il sort à la carte, le vrai bretzel alsacien, tu sais. C'est l'Alsace. Attends, le vrai bretzel de chez moi, quand même, c'est pas du tout ce prix-là, hein. Pourquoi tu le fais avec un accent belge? Je sais pas. C'était belge? Non, c'était pas belge, c'était plutôt. Il est pas je suis pas fait comme ça, c'est vrai, excuse-moi. Oui, voilà. Excuse-moi, non, mais je me confonds. Mais yo, le bretzel, je te dis, il a €1 et quand il est gratiné avec des lardons, c'est €1,50.
Mais là, c'est $6, donc c'est 6 €. Mais tu vas donc pas payer 6 € pour T'as un croisé bretzel. Bruce Campbell qui vendait des hot dogs dans la rue. Non, j'ai pas croisé Bruce Campbell. Moi, il est en train de D'ailleurs, j'ai des loupé tartes. Neil Gaiman, je suis aussi un peu les nerfs. J'ai loupé Oh, Neil c'est bon, Gaiman, j'ai déjà quoi. vu Neil Gaiman. Il m'a signé American Gods. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ah, Il c'est- était en c'est dédicace. cool, Mais ça. c'était, je t'avais Mais oui, parlé, mais oui, mais c'était oui. à l'époque de McDo. Oui. Je passais à la librairie 1000 pages de Vincennes. Très bonne librairie d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ils font souvent des signatures un peu stylées. Mais donc, du coup, Arnaud, les bretzels et les hot dogs. Oui, Alors, non, c'est super. les gens cher. sont là pour ça. Non, mais En ils te hot vendent, dog, ils te first vendent, ils print. te vendent des mini trucs à plus de $20, laisse tomber, quoi. Si tu veux manger, en vrai, c'est chaud, quoi. La façon dont ça a augmenté le prix, et vu que nous, en plus, vu que le cours de l'euro s'est complètement cassé la gueule par rapport au dollar, Il y a maintenant $1 égale €1. ça hein. coûte cher, quoi. Ouais, même plus, un peu plus. Ah ouais? Oh shit. Ouais, t'y perds quand tu fais le Moi change. qui voulais justement aller dans le Missouri ce week-end. Eh ben, je suis bien baisé. moi. complètement. Où est-ce que je vais chasser l'élan? C'est bien baisé. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, j'ai vu aussi des prix de commission. J'ai fait, c'est marrant, tu sais, $350 le buste. Ah bon? Et qui? Mais même pas des artistes les plus en vue, hein, des gens de zone 2, tu vois, je dirais. Tu veux vois. pas être méchant? Non, mais je veux pas. Des Non, mais gros parce que cons, j'ai des plus. nazes, Non, mais j'ai plus le nom, mais parce que non, mais c'était un peu tout le monde en fait. Ok. C'était minimum, le buste était à minimum $100 à chaque fois et je fais mais. Après, ils sont à domicile. Hein. Le marché de la BD aux États-Unis, c'est le marché du comics. Ouais, mais hein. $100. Je sais pas quoi te dire, frère. Bah, Peut-être qu'ils ont de l'argent, les ricains, en fait. tu Non, vois. mais ça, c'est le pays qui a créé le capitalisme, quand même. Ouais, mais c'est hyper cher. Donc, il y a des mecs qui doivent vraiment se ruiner, en fait, pour avoir des dessins, mais qu'en France, ils en font aussi, mais ils te les font à 50 €, en fait. Je pense qu'ils ont les moyens de lire du Marvel tous les mois, déjà. Ils ont les moyens. C'est vrai qu'ils ont peut-être des moyens. Bref, tout ça pour te dire que Marvel a En fait fait, d'autres. on se plaint sur le côté les prix, l'augmentation, les couvertures variantes, le marché saturé et tout. En fait, pour eux, vu qu'ils sont pétés de thunes, ils s'en foutent, tu vois. Ça va, genre, ouais, ça va, 10 balles pour un numéro 50 pages, c'est bien, tranquille. Non, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais donc, on disait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie d'en parler en fait, parce que c'est un peu nul peut-être. Non, mais que Marvel a annoncé quand même une demi-douzaine de titres pour février et mars prochain. Mais le vrai sujet, ça reste les hot dogs, on est d'accord, Arnaud. Oui, complètement. On a pas bien envie sûr. de parler de ça. Oui, sûr. Mais parce que le mois de février, c'est le Black History Month, donc le mois de l'héritage noir américain. Et en fait, en général, Marvel faisait que juste leur anthologie Marvel's Voices. Donc là, rebelote, ils la refont, ils l'appellent Marvel's Voices Wakanda Forever pour axer plus sur les personnages de l'univers Black Panther. Sauf que maintenant, ils ont compris qu'en fait, juste faire une anthologie par mois, c'était bien, mais c'est pas pour autant que tu vas mettre en avant tes personnages ou les équipes créatives noires au sein de tes publications. Donc, ils annoncent des mini-séries pour que ce soit un peu plus sur la durée. Non, Chocolatier? non, je ne la ferai pas. Je ne la ferai Sur pas. la durée, pour que ça dure plus longtemps, Voilà. cette exposition. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé notamment une mini-série Silver Surfer Ghostlight, dans laquelle, en fait, pourquoi Non, mais c'est, enfin, voilà. Quoi, t'es pas content des titres qui vont être annoncés ? L'artiste, je suis content parce que c'est les personnes qui avaient fait le très bon segment Future State sur Shiloh Norman. Mais justement, le design du personnage est complètement calqué, c'est la même chose. Un petit côté refus d'obstacle, là encore. Mais non, mais le Silver Surfer, tu lui mets pas un sidekick dans l'espace, quoi. Enfin, faut pas faire ça. Et t'as aussi Bishop War College, mais ouais, ça, voilà. Ça, c'est un truc X-Men. Non, mais ça a l'air c'est très typé années 90. Je pense que ça fait partie de ces titres qui se situent un petit peu dans le passé, mais c'est pour mettre, voilà, Bishop en avant. Et Dieu sait que ça nous manquait. Bah, toi, des millions de gens dans la rue avec des panneaux, on veut Bishop, ramenez Bishop. Non, mais peut-être que toi, ça t'intéresse pas, mais peut-être que les gens concernés, ça les intéresse. Ouais, c'est possible. Et en même temps, pour mars, ils feront la même chose, mais avec le mois de mars, c'est le mois pour mettre en avant les femmes, parce qu'il y a la journée internationale des droits des femmes, et donc ils ont annoncé aussi 3 titres pour mettre en avant des héroïnes Marvel avec en général des autrices qui sont dessus. Donc une série Betsy Braddock, une série X-23 Deadly Genesis et une série Rogue et Gambit, donc Malicia et Gambit. Corentin, on apprécie de voir ces personnages mis en avant ou pas du tout? Bah, on apprécie déjà de voir que Gambit a été ressuscité. Mais il était, il était là, il était dans Excalibur. Ouais, bah oui. Bah, c'est parce que justement, la suite, enfin, le projet Rogue et Gambit au départ, ils étaient mariés. Partait que, voilà, comme une sorte de comédie romantique un peu cool, avait été complètement fatalisé par l'arrivée de Krakoa et le fait que justement il fallait ne plus avoir cette liberté-là de
Parce que c'est ça aussi, en fait, la Krakoa. C'est quand même une fédération stylistique et tout. Et moi, j'étais assez content, en fait, du volume qui s'intéressait à leur mariage. De Kelly Thompson. Voilà, qui était plutôt cool. Donc là, on va revenir, a priori, enfin, cet esprit un peu rom-com qui me manquait, donc je suis content. Bon, ouais, tu penses? Bah, maintenant qu'ils sont officiellement en couple, etc., ça reste un blagueur. Ils sont toujours mariés, hein. Voilà, ça reste un blagueur et sa femme, enfin, ou en tout cas, une héroïne et son mari un peu con. Il va probablement y avoir un peu de ça, non? Bah, je sais pas. Tu sais pas, d'accord. Bah, dans ce cas-là, Je suis pas Madame Irma, hein. c'est vrai? Bah, non. T'es Madame Arnaud. Oui. Voilà. Madame Irma, c'est un autre dans le multivers. Sûrement. Donc, ça, c'est bien. X23, ok, ça me parle pas du tout. Et Betty Braddock aussi, ouais, quand même, parce que c'est la version Captain Britain à fond. Puisque là, théoriquement, elle devrait quitter Krakoa pour essayer de retourner au Royaume-Uni, faire ses activités de Captain Britain, puisque bon, je vais pas vous refaire le long historique de Betty Braddock, mais effectivement, au départ, avant d'être Psylocke, c'est censé être la sœur de Captain Britain, et puis maintenant la Captain Britain, puisque son frère est devenu Captain Avalon. Mais le Royaume-Uni, qui reste un pays raciste, refuse en fait qu'une mutante porte ses couleurs, et donc il lui enlève le bouclier de Captain Britain. Et donc Betsy, a priori, va devoir trouver une nouvelle identité de super-héroïne, voire un nouveau combat à mener, donc ça peut être intéressant. Dans ce point de vue, je sais pas, une sorte d'allégorie des expatriés qui reviennent au pays pour trouver une terre qui ne leur ressemble plus, tu vois, et qui se posent la question, où est-ce que je vais aller maintenant? Donc ça peut être sympa de ce côté-là, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, donc beaucoup d'annonces de la part de Marvel, mais pas forcément des titres ultra excitants en fait dans l'ensemble. Tu vois, il y avait pas c'est pas leur plus gros projet en fait dans ce qu'ils ont annoncé. Au final, ils ont fait des sollicitations. C'est ça. C'est un peu l'exercice des sollicitations. Donc c'est vrai ils ont quand même débloqué le roman graphique sur la fille de Blade. La série, tu veux dire, oui. Oui, pardon. Oui. Le roman graphique. Non, oui, c'est vrai, je l'avais même pas listé, oui, parce que ça fait partie aussi de ces personnages. Pour ceux qui avaient des paris en cours depuis très très longtemps, vous avez peut-être gagné ou perdu, du coup, voilà. C'était annoncé, enfin, c'est vrai qu'ils avaient annoncé l'introduction dans l'univers Marvel de la fille de Blade, en 2015. Et en fait, elle est réellement apparue pendant le FCBD en 2022. Et ensuite, elle a eu droit à une courte histoire dans l'anthologie Crypt of Shadows, qui en fait n'est pas encore sortie, qui arrive là. Et c'est la même équipe créative qui va effectivement faire une mini-série Bloodline, Daughter of Blade. Voilà. Et je suis toujours aussi perplexe qu'il y a 7 ans. Du coup, je sais pas trop exactement pourquoi faire ça maintenant. Parce que la question de la paternité, la question de la paternité dans Blade, elle a toujours été super importante. Je pense qu'elle a même été un peu au cœur des enjeux créatifs au départ. Blade, il apparaît dans Tombeau de Dracula. Ouais. C'est ça. Et en fait, il y a d'un vampire et d'une. voilà. Ouais. Donc le fils, donc la paternité. Mais et toi aussi, tu vois, t'es le fils d'un père et d'une mère, tu vois. Moi, c'est pareil, j'ai un père et une mère, donc en fait, mais je crois j'y pense pas tout le temps, tu vois. Je suis pas en train de me dire putain. Si parce que moi, la paternité elle te cheville au corps. Elle est au cœur de mon origin story. Oui. C'est-à-dire que sans mon père, je suis pas là. Du coup, tu veux dire qu'en fait, il faudrait faire un podcast Arnaud Junior quand t'auras pondu des petits? Non, mais j'en pondrai pas. Ben voilà, Blade, il aurait dû faire ça, en fait. Ne pas faire d'enfants. Bah ouais, mais peut-être que Blade, il veut des enfants. Mais déjà, est-ce que c'est une enfant légitime? Tu le connais, Blade? Moi, je le connais, Blade, ok? Est-ce que c'est une enfant désirée ou non? Non, je pense pas. Bah, de toute façon, elle serait pas apparue du néant, dans ce cas-là, tu vois. C'est probablement taper à sa porte. Après, c'est rappelle-toi, il y a 20 ans, quand t'étais bourré en soirée. Ouais, mais Marvel, ils sont pas à l'aise avec le cul, donc je les vois pas passer en mode Blade, gros baiser. Blade, gros baiser. Franchement, Daredevil, c'est un gros baiser et ça les dérange pas. Hein. T'es dans la série télé, hein? Non, dans les comics. C'est un gros niqueur, Daredevil. Oui, c'est vrai aussi. Numéro 1 de la série Chip Zdarsky, il a vu une nana en soirée directement, quoi. Daredevil, c'est un gros niqueur. Voilà. Rappelez-vous de ça chez vous, une vérité fondamentale. Par contre, Blade, effectivement, c'est peut-être pas un si gros niqueur. Mais ce serait, tu vois, voilà, pour être une redcon, en fait, depuis le début, Blade, il a une vie sexuelle incroyable. Il a se mis plein d'enfants en route et tout. C'est comme mais il y a un film comme ça, avec un mec qui a fait plein de noms Starbuck. du sperme. Ouais, voilà, c'est ça. Un très bon film, ouais. Il y a un remake français, d'ailleurs, avec, le mec de la vérité si je mens, là. Ouais. José Garcia. Voilà, si ça vous intéresse. Ça se trouve, ils vont en faire le Starbucks de l'univers Marvel. Peut-être. Ce serait rigolo. L'armée des Blades, c'est tous ces enfants illégitimes. Et à demi-vampire, pour le coup. Ce qui est un peu cocasse, pour le coup. Bref, on en a fini pour la partie comics, Corentin. Allons du côté des écrans. Ouais. Oh, avec plaisir. Bon, avec moi.
Je sais pas si tu veux, enfin voilà, tu peux y aller avec moi parce que On plaisir. n'est pas en forme aujourd'hui. Hein, Si, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Du côté des news, Savage Town de Declan Shalvey est adapté en série animée pour adultes. C'est super cool. Pourquoi Arnaud, tu l'as lu, Je ne sais pas parce que je n'ai pas lu Savage Town. J'adore tout ce que fait Shalvey. C'est un très bon projet. D'ailleurs, je me corrige un peu parce qu'effectivement, au dernier podcast, j'avais dit que. Corrige-toi. Ah, j'avais dit que, voilà, c'est gratuit, c'est pour toi, bébé. J'avais dit que Shalvey avait pas forcément encore une grande histoire à défendre en tant que scénariste. Et c'est vrai qu'à bien y réfléchir, Savage Town, en fait, ça fait plutôt bien le boulot. C'est vraiment Les Sopranos en Irlande, donc en République irlandaise, pas en Irlande du Nord. Donc ils ont un accent, donc avec un accent pas possible. Alors oui, quand tu le lis, en plus, c'est vraiment écrit en vernaculaire avec les You sordid bastard. Tu vois vraiment où il écrit exprès un peu à la Garcinis, voilà. Et d'ailleurs, l'hommage est dédié à Steve Dillon, qui a priori était un mentor, en fait, pour Shalvey du côté irlandais, dessinateur un peu quepon et tout. Donc c'est l'histoire, en fait, voilà, d'un petit gangster, qui est un peu à l'ombre de vraies grandes bandes de truands. Parce que la mafia irlandaise, c'est un truc aussi, hein, tu vois. Qui cherche à faire un peu de blé à une époque où l'Irlande se transitionne vraiment vers un pays super agraire et pauvre, à l'une des plus puissantes économies d'Europe. Une période qui s'appelle la Celtic Tiger, entre 95 et 2007, une période de 12 ans en fait, de grande expansion économique, de grande modernisation. Et le problème, c'est que ça fait aussi de l'ombre justement au petit peuple en fait, aux petits prolétaires, au col bleu. Quoi et au petit peuple, moi je pense que tu penses à des lutins ou je sais pas quoi. Ouais, en Irlande, oui, c'est les Farfadets, les Corrigan, voilà, exactement. Je sauve des blagues mais nul quoi. Donc on va suivre effectivement l'histoire de ce mec qui a vraiment des bails de Tony Soprano. C'est l'enfant du coin, il a des traumas par rapport à sa mère, par rapport à son père. Il connaît tout le monde le connaît, tout le monde essaie de le buter, mais il est plus malin et tout. C'est assez violent, hein, c'est plutôt, ça mérite bien son nom, Sauvage. Et donc ça méritera effectivement une super série animée, ce qui est encore plus cool. En vrai, là, tu pourrais le faire en live action, parce que vu les codes qui sont convoqués, ça, voilà. Sauf que ça s'appellerait Les Sopranos en Irlande. Ouais. The Sopranos. Mighty. Oh oui. The Mighty Sopranos. Mais donc voilà, pareil, si vous êtes fan du cinéma de Guy Ritchie ou de Gangs of New York, de Love London, pardon. Gangs of London, le trailer de la saison 2, déjà la 1, c'est tellement, que voilà, vous pouvez, y jeter un œil, c'est chez Image Comics, c'est, l'artiste va pas me revenir, c'est un mec super pas connu, qui fait quasiment que de l'auto-édition et ultra indé. Et c'est un pote de Shalvey. Et c'est Jordi Belair aux couleurs. Je pense pas qu'elle soit irlandaise, mais je sais pas ce qu'elle fait là. Donc c'est une pote de Shalvey. Bah si, elle est peut-être irlandaise. Elle est irlandaise. Je sais pas. Je sais pas. Jordi Belair. Ça c'est pas très irlandais, Belair. Bah si, Jordi Belair. Belair. Jordi Belair. Donc voilà, c'est super. C'est une super bonne BD. D'ailleurs, si ça peut être l'occasion de l'éditer en France, pardon. Ah, elle est inédite ça en France? Bah il me semble, oui. Ah non, Jordi Belair, elle est complètement américaine. Bah oui. Voilà. Peut-être qu'elle est d'origine, hein, tu vois. Peut-être qu'elle a des origines, effectivement. Elle est super. Elle a 34 ans seulement. Elle est jeune, ouais. Elle est super jeune. Bah ouais. Mais elle est rousse, par contre. Peut-être qu'elle est effectivement d'origine irlandaise. Parce que les rousses sont souvent irlandais. Mais elle taffe tellement, en plus, depuis tellement d'années. Moi, je l'ai toujours vue en activité. Elle a commencé super tôt, en fait. Mais Belair, ça fait 15 ans qu'elle bosse. Non. 12 ans qu'elle bosse. Ça fait longtemps, ouais. Bref, ok. Donc, très bonne BD. C'est plutôt cool de la voir, du coup, en série animée. Et c'est un projet 100% irlandais, puisque le réalisateur est irlandais, le studio qui développe est irlandais, l'auteur est irlandais, donc en gros, ça va faire de la moula pour les Irlandais. J'ai hâte de voir si ça va vraiment se faire, hein, évidemment. Ouais. Mais moi, ça coche toutes mes cases. Ça coche toutes tes cases. Bah ouais, parce que Declan Shalvey, il est sympa. Jordi Belair, elle est douée, donc ça fera de l'argent à des gens que j'aime bien déjà. Polar, adulte, violent, Irlande, avec l'accent irlandais. J'ai très hâte de voir le casting vocal et d'entendre voir les doubleurs en studio en train de dire Yes, shocking, mate. Ou tu sais, une bande son bien irlandaise avec que du Irish folk, les Clancy Brothers ou les Dubliners et tout, mais partout. Ça peut être bien rigolo. Yes. Et comment ça s'appelle aussi les Dropkick Murphys. Ils sont bien. Très bien. Et ouais, elle était déjà en activité en 2013 quand on a commencé avec DC Planet et tout ça. Donc oui, ça, on a bien. C'est-à-dire qu'elle avait 20 ans et quelques quoi après. Les Irish Rovers, c'est bien aussi. Allez, Corentin. Flogging Molly aussi, c'est bien. Du côté des adaptations en série télé aussi, Something is Killing the Children pour Netflix perd son showrunner, Mike Flanagan, qui était un peu la seule caution de ça va peut-être être un truc d'horreur, puisque Mike Flanagan, c'est The Haunting of Hill House. C'est Midnight Mass, c'est le truc qui vient de sortir, le Midnight Club aussi. Sur les scénaristes, là, ouais. Eh ben, écoute, moi, je connais ça me fait peur. le travail de Flanagan.
Et il avait fait l'excellente adaptation de Gerald's Game aussi. En français, ça s'appelle Jesse de Stephen King, qui était vraiment très très chouette, un huis clos de toute façon, c'est très pareil, sordide. Enfin, il a fait plusieurs Stephen King, il me semble. Ouais, c'est ça, mais voilà, c'est un mec qui fait de l'horreur chez Netflix, donc c'est trop bizarre qu'il se soit barré du projet parce qu'ils disent justement qu'apparemment que Netflix a finalement changé de direction. C'était trop ambitieux pour. Mais c'est pas non, pas une question de l'avoir lui, je veux dire, de l'avoir lui qui est vraiment en plus un scénariste vedette. Ah non, moi, tu sais ce que je vois? Moi, je vois juste qu'ils ont voulu faire une Lock and Key. Ils ont voulu transformer, parce que c'est quand même un truc un peu assez vénère dans. Young Adult. Non, mais la BD est quand même un peu vénère. Et je me suis dit qu'ils ont dû lui dire ouais non on va faire un truc pour ado quand même, donc mollo sur, alors que lui il voulait faire un vrai truc horrible. C'est quoi le pire entre faire une Lock and Key et faire une Sweet Tooth? Ah, c'est faire une Sweet Tooth quand même. Je pense que c'est faire une Moon Knight. C'est ça le pire. Ouais, mais parce que après Lock and Key c'est quand même super bien aussi, tu vois. Mais Lock and Key il garde quand même des éléments un peu, tu vois, c'est juste qu'ils radoucissent le truc. Moi qui n'ai vu que le pilote, j'ai pas compris le public outrage. Et après, je me suis rappelé que j'avais pas vu les comics et que je m'en foutais, donc j'ai jamais regardé la suite, mais il paraît vraiment que c'est de la merde. Sweet Tooth, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a Bobby dans Sweet Tooth. Mais Sweet Tooth, c'est une série qui se regarde si t'es pas fan des comics. Alors que Lock and Key, c'est vraiment de la merde, point, tu vois. Non, mais Sweet Tooth, ça rend de la merde aussi. Ah bon? Je sais pas, je regarde pas ces séries là. C'est nul, hein, moi, je regarde des bonnes séries télé. Comme comme les Sopranos, ouais. Gangs of London. House of Dragon aussi, vachement. Ah, super bien, franchement. Là, on est sur un vrai HBO, frère. Emma Darcy, moi, j'aimais déjà l'actrice qui jouait la jeune Rhaenyra. Rhaenyra, mais les deux elles sont ouf. Grave, mais le travail de ressemblance, mais Olivia Cook aussi, frère, incroyable. Ouais, mais même Matt Smith, je trouve, alors que pour le coup, Matt Smith, c'est super bon aussi. C'est pas ma vedette préférée, tu vois. Plus je suis pas un ouvien. Après, c'est parce qu'il y a une écriture de perso qui est trop bien, quoi. Ouais, aussi. Le mec qui joue le vieux roi aussi, là. Oui. Génial. C'est la première fois que tu vois un roi dans Game of Thrones, t'as pas envie de tuer, tu vois. Ouais, non, et surtout qui se passe buter au bout de 2 épisodes, clairement. Bref, enfin, du coup, moi, j'ai plus très confiance, en fait, sur Something is Killing the Children, parce que c'était vraiment, pour moi, c'était le fait que Flanagan soit là, par rapport au côté horrifique, et on regarde le côté horrifique des comics, j'étais partant, et je pense que, ça doit vraiment être dit tel quel dans le podcast dans lequel on avait parlé de Front Page. Et là, je me dis, ils vont nous faire une Lock and Key, ouais, tu vois. Moi, j'ai envie de te dire que plus que d'autres genres de BD, je pense, l'horreur, précisément, ça a une valeur en art séquentiel. On a déjà vu des exemples de BD d'horreur adaptés qui, du coup, passaient complètement à côté du sujet. Il n'y a pas besoin d'une série. Non, mais il n'y a jamais besoin d'une série. Non, mais pour améliorer, je veux dire, pour amplifier l'aura ou l'importance de Something is Killing the Children, ou de The Night That's on the Lake, ou de Department of Truth, pourquoi, enfin, moi, j'ai pas envie, tu vois, même si elle sortait avec Flanagan, je regarderais pas, tu vois, je m'en fous. Au bout d'un moment, il y a des très bonnes séries qui existent, et des très bonnes BD qui existent. Pourquoi on a besoin? Et pourquoi sur Netflix à chaque fois? Et pourquoi il y a Sandman? Mais Sandman, je peux vivre dans un monde sans série Sandman, hein. Ça fait du bien aux ventes. Ça, c'est cool. Mais en vrai, moi, s'ils annoncent pas la saison 2, je pense que je m'en remettrais, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Les trucs qui vont arriver, j'ai peur. Delirium, okay. J'ai peur quand même. C'est très compliqué à faire. On en reparle quand je mainstream, entre guillemets. Ouais, c'est sûr. Corentin, on a eu quand même des petits teasers, des petits trailers pour la New York Comic Con aussi. C'est vrai, ça. Et des trucs vraiment bien, en plus. Oui. Sur Titans, par exemple. Sur Titans, on a eu un teaser vidéo. Le combat avec Mother Mayhem, là. Quoi? Mais c'est quoi c'est génial. Mais ça éclate la Snyder Cut, ça, pour le coup. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de bruit, d'ailleurs, autour de ça. Et un trailer où on voit la patte de Brother Blood qui arrive avec le mec qui crie derrière. Ça, à la limite, bon, pourquoi pas. Mais bon, je sais pas, c'est un perso éclaté en plus de base, donc je sais pas pourquoi. Non, le combat, c'est chaud, les effets spéciaux, quand même. Hein. Ouais. Bah, au début, tu te dis, ça va, parce que quand Connor il fait les yeux laser, tu te dis, bon, tiens. Pour ça, mais ça, c'est le plus facile, en fait, les tirs des yeux laser. Elle fait la fumée, et que l'autre, juste, la valeur de plan, elle est ultra fixe. Elle fait son bâton et ça aspire. Et après, Raven, elle s'évanouit. T'es en mode, qu'est-ce que c'est? C'est surtout que ça reste fixe, en fait, tu sais, c'est un combat sur une route avec une voiture entre les deux. C'est tu peux avoir le moins d'idées possible. C'est littéralement un plan. C'est ça, c'est que tu peux faire que du champ contre champ, au même niveau, tu peux vraiment pas faire. Enfin, le set piece, tu vois, il est un peu nul, tu vois. Une fois que t'as vu un héros bousiller à travers une voiture une fois, tu les as tous vus, quoi. Donc, puis tu te dis, mais, Roger, quoi, qu'est-ce qu'on a dans le budget? Il nous reste quoi? Bah, il nous reste une route de merde et une voiture cabossée. Bon, bah, vas-y, ça fera. C'est un bon fond noir derrière à l'horizon, tu vois, vraiment rien. Non, mais voilà. Non, mais oui, bah, ça reste, encore une fois. C'est Titan, quoi. C'est Titan, voilà, la dernière série de la CW.
C'est pas, ça a jamais été CW. Ça reste, franchement. Ça t'évoque pas un peu des petits PTSD CW là, sans déconner? Il y a un peu plus de prod quand même, de travail sur l'image, sur les un costumes petit peu, surtout. sur les Après, costumes, et Starfire, voilà. Ouais. Ouais, Starfire. C'est ça ton argument, c'est Bah oui. Starfire. Bah, ouais. Est-ce qu'il y a besoin d'argumenter On se contente plus de que peu. ça? Et il y a aussi eu un trailer Très beau pour... t-shirt violet d'ailleurs. Merci. Pour Doom Patrol saison 4. Ouais, alors là aussi ça fait faucher, mais ce qui est intéressant c'est que c'est fait exprès, ou en tout cas que ils savent en jouer quoi. Donc Patrol c'est un peu en fait la version réussie de ce qui est devenu Legends of Tomorrow. Tu vois, c'est-à-dire que c'est absurde, c'est non-sensique, mais c'est bien parce qu'en fait c'est fait pour ça. Ça a pas été détourné en mode genre on a plus d'idées et tout. Du coup, Legends of Tomorrow aussi, c'est devenu détourné exprès pour ça. Ouais. t'apprendras à partir à New York, tu vois, je vais te bolosser aujourd'hui. Donc ouais, ça a l'air toujours aussi taré. On sait que voilà, on a déjà parlé. Il y a Casey qui arrive, donc ils vont se rapprocher des volumes de Gerard Way et Nick Derrington. En plutôt bon volume en plus au demeurant, et qui pareil a bien compris comment poursuivre un peu l'esprit créatif un peu malade de Morrison. Série qui reste toujours très bien, qui manque de reconnaissance selon moi, parce que justement elle a compris en fait comment s'amuser avec son format, avec ses personnages. Parce qu'on n'a jamais fait de podcast dessus aussi. Hein. Tout en restant assez fidèle, bah non, tu la regardes pas. Tout en restant assez fidèle au BD. Sans avec ça là, tiens, attends tes dents, bien, trou du cul. Hop, allez, mange-toi ça. Mais voilà, donc c'était quand même très léger au final, hein, cette New York Comic Con. Oui. Après, techniquement, il y a eu quand même, c'est vrai que je l'ai pas mis dans le programme, il y a eu le générique d'ouverture de Moon Girl et David Dinosaur, qui est très bien. Ça a l'air trop bien. Trop bien. Ça, je suis la DA, l'animation et tout, La c'est musique, vraiment, tout est bien. ça a l'air vraiment trop Les couleurs, cool. trop bien. Et Regardez ça. ils ont diffusé des extraits de Batwheels, mais le panel était trop tard. Je devais. Merde. Non, mais je voulais vraiment y aller parce que c'était le dimanche, mais en fait, flemme, fallait que j'aille à l'aéroport plus tôt. Oh, putain, j'avais pas loupé. Saloperie d'aéroport. J'aurais pu louper mon avion, mais peut-être pas pour un panel Batwheels, quoi. J'aurais pris le Batplane pour rentrer. Bon, ben voilà, du coup, vous n'aurez pas de nouvelle Batwheels à cause d'Arnaud. Mais attends, mais il y avait un stand devant le Javits Center, ils avaient installé un stand Batwheels et il y avait des petites voitures Batwheels pour les enfants, ils pouvaient faire des tours comme ça, mais je te jure. C'était trop. Non, mais c'est mignon. Et en plus, c'est complètement à propos. C'est mignon les voitures. Mais les petites voitures à endoctriner les gosses dans le lobby automobile, c'est mignon ça. Mais à pédale. Eh bah bravo. Je te permets pas. Mais non, mais avec des pédales mécaniques. Et alors? Après, ils vont vouloir grandir, ils vont vouloir avoir leur Batmobile à eux. Mais non, parce qu'il y aura plus d'essence, donc ça s'appelle l'endoctrinement. Il y aura plus d'essence, donc ce sera bon. Bah. Tu vois? Ouais. Mais il était trop cool le stand. Moi, j'avais trop envie d'y aller, mais ils m'ont dit non, tu rentres pas, t'es trop grand. Je fais comment ça, je suis trop grand, n'importe quoi. C'est rare qu'on me dise ça en plus à toi. Regardez, on m'a dit Todd McFarlane Jr., ça suffit. Allez. T'aurais dû l'appeler Tonton Todd. Viens m'ouvrir le stand. McFarlane qui arrive et qui dit attendez, quand même, c'est mon neveu, merde, je sais pas. Enfin, vous voyez bien. Allez, Corentin, du côté du cinéma, maintenant, on est dans la partie cinéma. On reparle de Night of the Ghoul. Oui, la nuit des ghouls, en fait, ça parle, en fait, de deux mecs qui peignent des figurines Warhammer. Celle-là est bien, tu vois. Et ils font ça toute la nuit. C'est génial si c'était ça. Toute la nuit. Ils font toute la campagne de promo avec des images qui sont pas dans le film quand le film démarre. Henry Cavill qui prend un pinceau avec République à côté, qui regarde des figurines comme ça. C'est 1h30 de ça. Voilà. On pourra pas aller plus loin sur cette news, Arnaud. Du suivant. Ça juste, il fait, hey, regarde, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris du vert turquoise pour faire mes armées d'or. Oh, c'est joli! Oui, t'as fait tes Space Marine en... Tu sais que Mortarion, c'est pas du tout le plus fort, en fait. C'est ce qu'ils disent dans le livre de règles, mais c'est pas vrai, c'est une version obsolète. Avec la V4, c'est de nouveau rebooté Gilliman. Parce qu'il a l'épée de l'empereur. Tout ça est vrai. Voilà. On va se faire déchirer par les auditeurs. Ça, c'est les deux gros nerds de comics qui trashent sur Warhammer. C'est le camembert qui dit mais non, ça peut pas être canonique, donc je décloque. C'est ça. C'est vraiment le master qui dit au camembert qui pue, tu vois, c'est un peu ce délire. Bref. La nuit des ghouls, donc la nuit de la ghoul, en fait, de quoi ça parle? Ça parle surtout, en fait, d'un film qui s'appelle Night of the Ghoul, qui a une histoire maudite, puisque en fait c'était censé être le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma d'horreur des années 30-40.
Et sauf qu'en fait, un incendie a ravagé le studio, a tué toute l'équipe et a fait disparaître les bobines. Et en fait, des années plus tard, en fait, il y a un mec qui est complètement obsédé par ce film, qui pense avoir trouvé justement des fragments de bobines du film et qui retrouve celui qu'il pense être le réalisateur, un vieux monsieur brûlé au visage terré dans une baraque. Et c'est un genre d'hospice au milieu de la forêt. Ouais. Et ce monsieur qui va lui dire non mais en fait ce film c'était vrai et en fait la goule qui était filmée dedans en fait existe très très certainement et le projet avance déjà parce qu'il y a un réalisateur en fait qui est mis dessus directement. Oui, c'est Rob quelque chose là. C'est pas Rob Zombie. En fait, il faut pas faire l'erreur. C'est Rob. Il a un nom un peu proche d'ailleurs. Un truc en 2 syllabes genre Rob Liefeld. Rob Bastard, un truc comme ça, ou Rob Danger, ou Rob de soirée. C'est ce que je cherchais un truc comme ça. On est trop fatigué là. Donc Rob, voilà. T'as fait la meilleure vanne de ce podcast, il faut que j'en trouve une autre avant la fin parce que j'ai trop les nerfs, c'est ça tes critères, putain merde. Night of the Ghoul c'était super bien mec. Oui c'est vrai. Donc attends parce que là c'est vraiment horrible à écouter je suis sûr. Donc voilà effectivement donc réalisateur, le studio c'est Scary Monster. Non, attends, je me connais, ça c'est pour Violent Cases. Là, c'est un studio à ses côtés, je crois, qui fait le truc. Mais donc voilà, il y a déjà effectivement un scénariste et un réalisateur. C'est chez 20th Century Studios. Voilà, donc chez Disney, entre guillemets, l'ancien 20th Century Fox. Donc a priori, Rob Savage. Rob Savage, c'est ça. Putain, mais ce nom. Pardon. Rob Savage. Mais c'est comme Doc Savage, mais. Ouais, non, du coup, ce sera pas celle-là la meilleure du podcast. Non, bah non. Ça tente quand même, je vois, mais. Donc oui, non, c'est chouette pour Snyder, ça lui fera un peu d'argent. C'est chouette surtout, pour Frank Cavilla quand même, parce que Frank Cavilla. Mais il y a un truc. C'est fait très rare depuis quelques années et sur les intérieurs, là, il est revenu juste pour ça et c'est adapté. Si les mecs essaient de coller à son esthétique, j'y crois peu parce que c'est compliqué. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Werewolf by Night, tu peux dire qu'ils peuvent tenter de faire un film d'horreur un peu à l'ancienne comme ça. C'est pas impossible. En plus, je crois que Savage, c'est pas un mauvais, il me semble, qu'il a déjà fait un peu d'horreur, toi qui es plus spécialiste que moi des films d'épouvante. Mais écoute, les films que tu listes, je ne crois pas les avoir vus. Mais je vais aller m'y intéresser et je pourrais te redire ça. En tout cas, voilà, c'est encore une fois après Discovered Country, après Witches, après... Qu'est-ce qui nous en manque Mais nous en manque sûrement un ou deux. ID After Dark Spaces, ils vont faire une série télé. Oui, et ID After Death aussi a été optionné. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà. Personne ne le... Même, mais il y a pas The Wake à un moment donné. Si, sûrement. Mais en fait, je pense que si tu tapes Snyder option sur Comics Blog, tu dois avoir la liste de tous les projets qui ont été mis en option et en vrai, il y en a quand même la blinde. Il me semble que j'en oublie, mais bref. Non. Tu sais, regarde, je le fais en direct pour vos yeux. Snyder, option. Non, Snyder adapt. Snyder adapt. Alors, release Noctera aussi, Noctera. Oui, c'est vrai, putain. Witches, Undiscovered Country. Putain, mais After Death, ça avait un réalisateur, hein, en 2017. Ça n'a jamais avancé depuis. Ça s'appelle la malédiction de Jeff Lemire, ça. Ça sort jamais, quand ça sort, c'est pas bien. Donc, voilà, très bien. Et surtout, je sais pas si c'est pas encore édité en français, non? Night of the Ghoul? Du coup, Sol se rachète des cours, oui. Ils l'ont annoncé, justement, en fait, l'annonce du film a motivé Thierry Mornay à dire sur les réseaux sociaux que ça sortira en 2023. Ah, ok, cool. Et, Ghoul, du coup, pas cool. Pas mal. Allez, Corentin. Bravo. Violent Cases, justement, tu voulais en parler de Neil Gaiman et Dave McKean. Pas plus que ça, hein. Qui a une adaptation avec Ben Kingsley. Oui, mais est-ce que, oui. Ça veut dire que ça se passe dans le MCU, alors? Ah bah oui, bien sûr, c'est Trevor Slattery. C'est marrant. Neil Gaiman écrit une histoire pour le MCU. Et voilà, c'est 1602. Bien joué, les gars. Donc non, oui, Violent Cases, l'un des premiers projets de Neil Gaiman en BD. Son premier roman graphique avec Dave McKean, l'un de ses fameux grands collaborateurs, qui a participé au design de Sandman, qui a fait les couvertures de Sandman pendant très longtemps, qui a fait aussi, bon, sans Neil Gaiman, mais le roman graphique Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth. Vous voyez qui est Dave McKean, donc vous voyez son style aussi, vous voyez ce qu'il peut avoir de très... Il a fait Raptor, hein, inadaptable, tout simplement, effectivement. Même Mr. Punch, tragique comédie, comédie tragique, je sais plus. Et je crois qu'il avait fait Black Orchid, peut-être, avec Neil Gaiman, mais je suis pas du tout sûr, donc ne me jugez pas si c'est pas vrai. Donc un projet qui s'inscrit dans leur saga à eux, qui est très compliqué à décrire parce qu'en fait c'est une BD qui n'est pas chronologique. C'est un monsieur qui se remémore en fait ses souvenirs d'enfance lorsque son frère l'avait emmené chez un docteur pour enfants, un ostéopathe, qui lui aurait été en fait l'un des médecins personnels de Al Capone, et donc qui lui raconte un petit peu des anecdotes par rapport à sa vie au milieu des truands.
À côté de ça, on voit aussi le rapport du fils au père, du fils à la réalité, au conte qui l'entoure. Et le héros, voilà, mélange un peu ces souvenirs-là avec le présent, se rappelle plus à quelle année c'est arrivé et tout. Donc c'est une BD qui parle un petit peu en fait du rapport à la réalité, à la perception de la réalité quand on est enfant et aux souvenirs d'adultes qu'on a de ces années qui généralement sont souvent un peu brumeuses, où on met un peu tout dans le désordre et où des figures un peu mythiques comme ça qui incarnent une génération passée nous accompagnent au quotidien, etc. Voilà. Donc c'est Ben Kingsley qui va jouer l'ostéopathe. Voilà, très bien. Vu la teneur de la BD, ça peut être fait sans beaucoup d'argent, ça tombe bien, c'est un tout petit studio qui fait ça. Et c'est Mike Carey qui va écrire l'histoire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah ouais, carrément. Parce que Mike Carey, donc voilà, qui est de la même génération que Neil Gaiman, mais qui a J'ai envie de dire considéré comme... que Mike Carey, bah, il est carré. Non, il est carré quand même. Putain, merde. Je pensais vraiment que j'allais réussir à t'empêcher de faire ça. Tu ne peux pas. Donc Mike Carey, qui est de la même génération que Neil Gaiman, qui est même un an plus vieux que lui, mais qui a toujours été considéré comme une sorte de bras droit ou d'équivalence en fait, c'est-à-dire que Carey a récupéré en fait tu vas absolument placer que des blagues depuis jusqu'à la fin du podcast, ça va être très compliqué parce qu'il monte son bras droit, du coup quand je fais bras droit tu vois c'est Arnaud excellent bras droit et même le fait je faisais à angle droit pour appeler le carré aussi. Alors ça c'est pas un angle droit, ça c'est un angle, regarde ce que je fais là. tierce on appelle ça. Mais non, mais là on est facile sur un 43 degrés, c'est n'importe quoi. Donc ta gueule. Mike Carey qui a écrit les comics Lucifer qui n'ont pas inspiré la série télé, qui a écrit du Dead Boy Detectives, qui a écrit les Unwritten, qu'on fait un cross avec Fables, oui, c'est ça, qui est aussi un des grands auteurs de Vertigo, qui fait beaucoup de projets avec Neil Gaiman ou en continuation de Neil Gaiman. Je crois pas qu'il ait fait beaucoup de scénarios de séries télé ou de films, mais en tout cas, ça reste super sympa de l'avoir lui sur le projet. Et Neil Gaiman lui-même a validé que ce serait lui. Peut-être pour qu'on lui foute la paix aussi. Je veux dire, qui t'a validé, Neil Gaiman, c'est pas mal. Qui t'a validé, voilà. Très bien. C'est la fin de cette actualité. Yes. Et on passe à la suivante. Ouais. Qui était la fameuse annonce que Todd McFarlane nous réservait pour la New York Comic Con en amont de l'interview qu'il nous accordait. Il a dit... Vous allez en entendre parler, ça. Il a dit oui, non, attends, je fais juste une annonce et après oui, mon neveu. Je suis intéressé. Il a fait oui, mon neveu. L'enfer parce qu'en fait, il y a plusieurs press rooms. Je te jure que il m'a envoyé un mail, son agent, pour me dire je suis dans la press room là. Et là, t'as vu un stand de bretzel à $6 et... C'est ça. Non, mais du coup, je me dis la press room, moi j'ai à la press room, la vraie, qui est au 4e étage, qui est à l'autre bout du Javits Center. Ça, moi j'y vais en courant, j'arrive, il y a personne, tu vois. Genre vraiment, il y a personne qui dit bah si, on est là. Je fais bah non. Et en fait, il y avait plusieurs press rooms et en fait personne savait laquelle était la bonne et tout ça. C'était un enfer. Donc j'arrive avec 10 minutes de retard. Moi je suis en nage et tout. J'ai couru partout. Et là il est en train, comme ça, il est avec Jonathan Glapion en train de discuter en ancrage et tout ça. Puis en fait il est en train, en fait c'est lui qui ancre les planches de Capullo en fait sur le Batman, Batman Spawn quoi. Ouais, bien sûr. Et donc et puis c'est toujours Danny Mickey ou Lapion qui ancre Capullo. Non, je veux dire que là, c'est McFarlane qui ancre. Ah, sérieux? Capullo, ouais. Ah, c'est cool, ça. Bah, comme il faisait sur comme Spawn, à l'époque, c'est ça. Ouais. Et, Papa. je te jure qu'il se passe quand même 5 minutes, tu vois, où il finit son ancrage avant de lever les yeux et tout ça. Et après, super gentil et tout ça, mais à un moment, on a quand même pas très longtemps non plus, donc, à un moment, faut que je te parle de NFT. Et voilà, ça, les gens, ils sont engagés. Ça, c'est facile, quoi. Ça, donc, mais franchement, bah non, mais en plus, je vais être très franc. J'ai juste même pas pensé en fait quand j'ai posté la photo. Après, je te jure qu'il y avait les blagues. Déjà, j'avais complètement oublié ce projet. Et ensuite, j'ai regardé. C'est vrai que le site existe toujours, mais tu sais, c'est des NFT à $30, donc c'est même pas des gros trucs de. Non, de toute façon, on pourra faire un point dans notre podcast, mais ça y est, les NFT commencent à devenir un peu plus vert parce ils ont changé leur système de preuve de travail. Non, mais de toute façon, il n'y a pas à réhabiliter trucs, parce que je trouve que c'est un truc. Mais, par ça reste la merde. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est moins dangereux maintenant pour la planète que hier, tu vois. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, j'ai vraiment genuinement, j'y ai juste pas pensé, tu vois, parce que j'étais sur d'autres questions et tout ça, et que j'avais que 20 minutes. Mais au final, quand tu vois la réponse qu'il me donne sur les couvertures variantes, où il dit quand même que, il est quand même à dire qu'il veut toujours réfléchir à pas faire un truc que pour la thune et que les variantes que plus de 2 variantes. J'ai lu l'interview, m'a bien fait rigoler. C'est que 2 variantes, bah tu peux c'est ça, c'est que moi j'ai pas le temps de réagir et de faire un vrai débat parce qu'il y a pas le time quoi. Mais c'est mais surtout quand tu
tu vois les faits, tu vois qu'il y a quand même des choses contradictoires dans son discours, mais après la façon dont il le dit quand tu l'écoutes, tu le ressens plus qu'à l'écrit, c'est que il arrive à te convaincre en fait, vraiment, il a quelque chose d'un peu sincère, je dirais. Oui, bien sûr. Mais voilà, quand il dit que McFarlane, merde, je sais pas. que 2 variantes c'est triché et qu'il en a quand même validé 25 et qui dit mais au final il y a des gens qui aiment ça. Je me dis que si je lui avais posé la question sur la NFT, il aurait juste dit oui, puis je pense qu'il y a deux reparler de les années 90 quand c'est lui avec ses potes qui ont lancé la mode des couvertures variantes aussi. Enfin, faut arrêter de dire des conneries non plus. C'est Jimmy McFarlane au départ, les connecting covers, ces conneries-là. Enfin, c'est eux qui ont instillé ça dans le métier et maintenant le mec il va dire que je vais pas m'énerver. Voilà, c'est tout, pas m'énerver. Ouais, même lui il a fait des variantes régulièrement ensuite pour d'autres séries donc oui, non, mais oui, je suis sûr, oui. Ok. T'inquiète pas, frère. Bref. Ça va bien se passer. Bref, donc, Spawn sur le film, l'annonce était que il a 3 scénaristes de recruter. Donc, Scott Silver, qui a coécrit le script de Joker, Malcolm Spellman, qui était sur la série Falcon et Winter Soldier, et Matt Mixon. Il va écrire aussi Captain America 4. Et Captain America 4, tout à fait. Et Matt Mixon, qui est un scénariste Rising Star, voilà. Comme Stormbreaker ou ce que tu veux. Donc un trio de scénaristes, dont 2 qui sont sur des projets très en vue. C'est j'ai envie de dire, ça, on rigole tout le temps de dire que à chaque fois McFarlane annonce qu'il va se passer quelque chose, que ça y est, c'est bon et tout ça, et en fait ça se fait pas. Bah au final, je me dis est-ce que cette fois ce sera la bonne peut-être. Je sais qu'il y a encore des spéculations, mais là l'annonce quand même signifie que ça va vraiment être écrit. Après, est-ce que ce sera ce que McFarlane voulait en faire? Ça, je pense pas. Par contre, non, ce sera plus l'approche Jaws. Ouais, mais même quand tu lui en as parlé justement, tu vois qu'il dit en fait, ça y est, lui, il est plus dans le contrôle créatif. En fait, c'est le studio a repris la main. En même temps, c'est logique. Toutes ces versions étaient refusées. Tu vois, il savait pas comment se faire financer. Il voulait le réel lui-même. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu te dis, non, mais c'est toi le problème, en fait, mec. C'est que personne, et c'est normal, quelque part. Personne ne va faire confiance à un auteur de comics pour réaliser lui-même une adaptation ou l'écrire lui-même, tu vois. Bah, vu qu'il dessine, enfin, le dessinateur, c'est un réalisateur, donc. Oui, mais tu vois, à part Frank Miller, la plupart des auteurs, quand ils ont voulu faire eux-mêmes leurs adaptations, on leur a un peu ricané au nez, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Regarde quand Cameron, il voulait faire Terminator au début, il avait aucune expérience, les studios ont dit, non, c'est pas lui qui va le faire, dégage. On veut bien faire le film, mais sans toi, tu vois. Et c'est souvent comme ça, Hollywood, en fait, ils veulent des mecs expérimentés, des mecs qui pourront contrôler un peu et tout. Ouais, parce qu'expérimenté, ils donnent des films à John Watts, hein. Bah, John Watts, il a de l'expérience quelque part, hein. Ça me terrifie, mais bon, voilà, maintenant, il a fait un film à 1 milliard, il a même fait 2 films à 1 milliard. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est des films où il y a beaucoup de prouesses techniques. Mais il avait déjà fait des films avant, tu vois. McFarlane, il a pas fait de film avant. Oui, mais il faut bien que tu commences à un moment. Mais pas sur une nouvelle franchise. Enfin, je vois ce que je veux dire, c'est prendre un risque supplémentaire, alors que l'idée, c'est de minimiser les risques, tu veux que ça marche, quoi. Mais je dis pas, hein, moi, je te dis, moi, s'il avait fait un crowdfunding, j'aurais probablement donné un peu de fric pour qu'il le réalise. Ça aurait jamais été faisable, le nombre de millions qu'il faut. Oui. Il aurait fallu 10 millions minimum. Oui, minimum, oui. Grand minimum. Bah, s'il voulait vraiment le faire sur cette orientation, Jaws, dans lequel Spawn n'apparaît que peu et c'est vraiment une ombre dans la ville. Mais il faut quand même payer Jamie Foxx aussi, hein. Qui est toujours là, d'ailleurs. Ouais. Et pas Jeremy Renner. Ça fait 5 ans, il a, tant mieux. Ça fait 5 ans qu'il a dit, moi, je veux faire Spawn et ça me va, tu vois. Bah, en même temps, c'est plutôt cool, quand même. Bah, en plus, tu sens que c'est quand même un gamin, justement, de cette génération, un peu geekos qui a dû découvrir ça assez tôt, quand même. Ouais, mais puis, parce que Spawn, ça reste quand même un personnage ultra important pour eux, surtout, en fait, dans la culture américaine. Al Simmons, c'est l'un des premiers héros noirs, entre guillemets, qui est arrivé en amont de Milestone, parce qu'il est noir, hein, au départ, Al Simmons. Pour ceux qui douteraient encore que Spawn soit noir. Oui, et ça se voit même dans les premiers numéros, il s'aperçoit que quand il prend l'apparence humaine, il devient blanc, en fait. Parce que le démon l'a vraiment baisé jusqu'au dernier. C'est ça, et son épouse, enfin son ex-femme et son gosse sont Renault aussi, quoi. Donc, oui, effectivement, il y a, c'est pour ça que c'est Fox qui va l'incarner. Il y a par rapport à l'expérience, tu vois, d'un côté, le mec a fait Joker, il a fait du pognon avec un film de super-héros rated R. Même si c'est pas un film de super-héros, du point de vue d'un studio, c'est pareil, hein, c'est vrai qu'il y a ça. On y revient à Niclo, etc., les marchands de tapis qui cochent des cases et tout, tu vois. Et à côté, l'autre, qui fait Falcon et Winter Soldier, lui, c'est le côté franchise. Tu vois, c'est le côté les aussi personnages héros noir. Voilà, c'est ça. Rien. Donc, il y a un peu des deux. Tu sens que ça va aider à mettre la machine en mouvement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un metteur en scène, un casting, une période de tournage et un diffuseur. Parce que si c'est Blumhouse, ça peut aussi bien être racheté par Netflix que distribué en salle. Mais ça,
Bah, il faut que ça aille en salle, hein, si tu veux que ça fonctionne vraiment et faire une franchise, parce qu'après il a dit apparemment à d'autres médias, il a dit qu'il voulait faire un univers de films, je sais pas. Non, trop bien. Mais avec le Gunslinger Spawn et tout ça. Ouais, mais il va faire la guerre entre les démons avec le budget de Blumhouse. Ouais. La Malebolgia, ça va être que des fonds verts nuls. Non, effectivement, non, il faut qu'il reste dans... Moi, j'aime bien l'approche terre à terre qu'il avait, je la trouvais vraiment plutôt intéressante par rapport au côté trop kitsch enfin, le côté purement comics des 90s, qui est quand même très compliqué à rendre, en fait, en live action. Après, Joel Silver, ça reste Enfin, Joker, tu vois, c'est une approche un peu différente. T'imagines Al Simmons, en fait. Al Simmons, c'est un comédien raté. Ouais. Il voulait juste vivre dans une comédie. C'est ça. Il s'est aperçu que sa vie était une tragédie. Et voilà. Ouais. Allez, du côté, justement, puisqu'on parlait de Falcon et Winter Soldier ou de Captain America, on parle de Marvel Studios avec deux actualités. La première, c'est que c'est Michael Waldron, le scénariste de Loki, qui va écrire Avengers Secret Wars. Ouais. Du coup, ça donne plutôt confiance que c'est lui qui maîtrise à peu près le multivers. Ouais. En fait. Ouais. Il est aussi sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et je crois qu'il a fait du Rick et Morty aussi. Il a fait un épisode. Les scénaristes de multivers maintenant. Il a fait un épisode de Rick and Morty. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai fini j'ai fini la saison 5 dans l'avion pour Paris. Ce matin? Ouais. Et incroyable la saison 5. Incroyable. Le final. Mon gars, les dinosaures. Incroyable. Les dinosaures bienveillants qui veulent sauver la Terre de nous. Non, mais même le final avec Evil Morty, là, ça va à terre. Ah, mais t'en es vraiment en retard de ouf. Mais là, on est sur la 6. Oui, je sais qu'il y a la 6, mais justement, je voulais rattraper. Ah, mais du coup, je sais pas qu'il y a des dinosaures, désolé. Non, c'est pas grave. Mais ok, ouais, bah voilà. C'est bienvenue dans le monde réel, Arnaud Kikou. Mais donc, Michael Waldron. rattrape petit à petit. Est-ce que Michael Waldron, on est content? Oui. D'accord. Voilà. Très bien. Je suis content. Je sens que t'as pas envie de. Non, j'ai bien aimé Loki. Mais c'est juste méfiance. Parce que ces projets-là, ça reste. Méfiance. Mais on me la fait pas. On ne s'en laisse pas compter. Bah non. Mais pour résumer, ces projets-là, quand on voit la direction que prend Kang Dynasty, film de faiseur, The Movie, Secret Wars, j'ai un peu peur quand même, parce que ça va être les projets Kevin Feige, tu vois. Moi, le truc, c'est que par rapport à Waldron, avec le respect que j'ai pour lui et ce que j'ai bien aimé, un Multiverse of Madness, mais les trucs que je vois de Waldron là-dedans, c'est des caméos. Et parce que pour moi, Secret Wars, si l'industrie suit bien la conjoncture actuelle qui est de suivre en fait tout ce que les débiles de Twitter disent, Secret Wars, ce sera Cameo the Movie. Hein. Ça va être Crisis Infinite Earth de la CW. Ça, c'est comme The Emoji Movie, mais ce sera The Cameo Movie. Ils vont prendre tous les mecs qui ont fait un rôle un jour. Ouais, c'est ça. Eric Bana va revenir en Hulk. Ouais. C'est sûr déjà, de toute façon, c'est évident. Ils vont rappeler aussi machin. Hulk Hogan. Hulk Hogan, ils vont rappeler Hulk Hogan. Pourquoi Hulk Hogan? Non, je pense à Louis. Oui, alors je vois très bien, mais je vais pas t'aider, vas-y. Ah, zut, je l'ai plus. Vas-y. Ah, mais. Ferrigno. Voilà, merci. Et ça se dit italien après ça. Attends, il est encore en vie, Lou Ferrigno? Bah oui, Lou Ferrigno, oui. Enfin, Ferrigno, donc il faut dire apparemment. Je crois bien, oui. Ouais, non, mais par contre, ça, je pense peut-être moi aussi, remarque, pour un petit pour côté, faire un maestro. Ce serait génial. En plus, lui, il est vraiment Stockman, tu vois, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Oui, il est vieux. Mais bref, et il est vieux. C'est vrai. Voilà. C'est ce qui est quand même la qualité première pour faire le maestro. Mais donc voilà, non, je te dis, moi, j'attendrai de voir les premières images quand même. Oh bah tu vas attendre. Hein. Ouais. Je suis prêt à attendre. Je sais vraiment pas quoi. Ouais, parler de ce film. Franchement, ce film, il m'angoisse en fait. Hein, en vrai, il m'angoisse. Est-ce que il y a eu un nouveau trailer pour Black Panther Wakanda Forever avec Namor et ses petites chaussures. Namor mutant. Excellent. J'adore. Namor mutant. No More Mutants, la tagline. Ah ouais. Parce qu'ils ont dit que c'était un mutant, donc No More Mutant. Si. Ah si. Non. Bah si. Non, elle était difficilement. Bah moi je l'aime bien. Si tu l'expliquais pas, elle était compliquée. C'est un mutant, mais tu connais pas l'univers Marvel. Donc c'est vrai. Pourquoi il vole Namor? C'est le seul Atlantéen qui vole. Parce que c'est un mutant. Voilà. Mais non, mais enfin la façon dont c'est présenté, on dirait juste qu'il y a des petites ailettes. Ouais, ça pour le coup, ils ont vraiment ramené cette espèce de côté Silver Age affreux là. On dirait Hermès en fait dans God of War. Il y a de ça, ouais. Mais souvent il y a un côté peplum dans le film, je trouve. Enfin, en tout cas du côté atlantéen. Pareil, tu sens quand même qu'Aquaman est passé par là au niveau du côté, tu as vu, on fait un petit flou un peu sous-éclairé, sous l'eau, pour faire genre ils sont sous l'eau, mais en fait, pas du tout. Bon, voilà, c'est un peu normal. Hein. Mais c'est compliqué de se dire que Avatar 2 va être là juste après, qu'en termes de scène aquatique, ça va être ringardisé. Ouais.
Après, quelque part, moi, je suis content parce que Aquaman avait fait de l'argent et a montré qu'on va peut-être un peu briser le tabou du côté subaquatique qui a toujours été un vrai débat pour les studios, parce que comment tu tournes ça, il faut que les acteurs retiennent leur souffle, ou alors tu fais un effet aquatique qui est pas possible en vrai et tout. Donc, ouais, c'est plutôt chouette que ça arrive enfin. Moi, il me va bien, ce trailer, en fait. Il est beau. Il est beau, Namor est plutôt convaincant. Il incarne le Namor, tu vois, sur ce côté un peu guerrier épique et en même temps un peu anti-héros destructeur, tu vois. Donc, il a quand même des choux-fleurs dans les oreilles, mais il a des choux-fleurs dans les oreilles et il a des petites ailes au niveau des mollets. J'ai quand même un peu du mal avec son design. Hein, ouais. Moi, je sais pas, je trouve que Huerta a un charisme suffisant. Non, mais l'acteur, j'ai rien contre l'acteur, mais je trouve que vraiment, ouais, c'est très con, mais ces boucles d'oreilles et ces trucs-là, je trouve que ça ressort, que ça fait que ça, je sais pas, que ça attire le détail, enfin, que ça attire l'œil sur un truc qui est pas très élégant. Parce que t'es raciste aussi, quand même. Enfin, il faut quand même rappeler ce petit détail. C'est pas ça, c'est que je suis alsacien. Oui, c'est vrai. Du coup, dès qu'il y a des boucles d'oreilles un peu funky, c'est les choux-fleurs. Ah bah, bravo, Arnaud. Bravo le rigorisme. Ça n'a aucun sens. Bravo Zemmour. Ouais. Donc, ben voyons. Eh ben voyons. Donc, ouais, non, je te dis, ça me met bien. La musique est bien. Pas de vanne à l'horizon. La photo a l'air travaillée. Je trouve ça intéressant de la façon dont Shuri, Letitia Wright s'est vraiment transformée en Chadwick Boseman, en fait, au niveau du design. Ouais. Avec les coupes de cheveux, le côté un peu costume, etc. Donc oui, bah d'ailleurs, c'est pas un spoiler de dire que ça va être elle, la Black Panther, j'imagine. C'est sûr, voilà. C'est sûr. Donc non, moi je pense que ça va être un bon moment de ciné. C'est Shuri. Et après tu dis, Namor mutant, c'était mieux que ça. Hein. Ouais. C'est sûr. Non, mais dans le trailer, au moins, on voit aussi un peu qu'ils refont les plans qu'avait Donia Jr., mais avec Dominic Thorne pour Ironheart. Ouais. Ah oui, c'est vrai, mais j'avais oublié. Tu vois un plan avec l'armure et tout. Ouais. Donc ça va être quand même plutôt fun. Ouais, bah, en plus, moi, je me suis spoilé le scénar, si c'était bien un vrai leak. Ah ouais? Donc, ça m'intéresse. En fait, mais moi, faut que t'arrêtes de traîner sur 4chan comme ça. Non, mais l'énigme, si tu veux, de comment tu passes après Chadwick et tout. Ouais. Et en fait, je pense que ça va rien changer qu'on sache ou pas l'histoire parce que elle est assez évidente. Le choc de deux civilisations isolationnistes, en avance technologiquement, blablabla. Apparemment, ça pourrait enfin évoquer le fameux coup du Celestial dans la flotte. Tu vois, bah oui. Peut-être crise un peu écologique d'avoir une statue de 800 km de long qui est un peu sortie de l'océan sur la croûte terrestre. Mais ouais, Ironheart, par contre, j'attends de voir quand même. Parce que déjà, je trouve le personnage un peu curieusement... qu'est-ce qu'il vient foutre là, tu vois? Enfin, c'est pas elle remplace Shuri. Ah ouais, dans ce sens-là. Parce que Shuri pourra plus être Jinjani maintenant que c'est une femme de bien. C'est un peu con quand même. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle a besoin d'une assistante aussi. Mais surtout que Riri Williams, techniquement, elle est plus intelligente que tout le monde. Donc elle est plus intelligente que Shuri. Quoi? Elle est pas wakandienne. Oui, mais c'est pas grave, ils se sont ouverts au monde à la fin de Black Panther, donc ils ont recruté. Ils ont balancé une appel d'offres et il y a Riri Williams qui a postulé. Moi, j'aurais trouvé ça sympa de la faire démarrer aux États-Unis comme dans la série originale de Bendis. Mais elle va être aux États-Unis dans sa série Disney+. Ouais, c'est bon. Tu m'as saoulé là. Arrête, tu m'as saoulé. Ok, tu m'as saoulé. Par la maman. Talk to the hand. Donc ouais, voilà, toi, t'as kiffé? Ouais, je trouve que les costumes sont super jolis. Bah c'est cool, moi aussi. Et j'aime bien. Après, je pense qu'il y aura plein de... Je pense que ce sera... Même si c'est un film moyen, ce sera quand même un film où je pense que l'effort créatif sera quand même supérieur au reste de leur production. Supérieur, c'est chez Netflix, ça, comme ils Et voilà. Tu vois, toi aussi, t'as vu comment c'est saoulant? Tu sais ce que je trouve saoulant? Ouais. C'est qu'on a quand même donné un réalisateur au film El Muerto. C'est vrai. C'est là-dessus qu'on va conclure ce podcast. C'est que quand même le fils d'Alfonso Cuarón, donc Jonas Cuarón, qui a quand même réalisé le très bon Desierto, qui je sais pas, ils ont menacé son père, ils ont fait quelque chose clairement, mais il va réaliser le film El Muerto. Le film El Muerto existe toujours. On a annulé un film Bad Girl, mais Sony Pictures en face ils ont fait Bad Bunny. On a Bad Bunny et on va faire El Muerto, les gars. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. On va pas aller le voir. Comme Morbius. Mais ça se trouve ce sera bien. Ça se trouve ça va être tu sais, ça va être comme The Wrestler d'Aronofsky sur le catcher mais avec des super pouvoirs et qui essaye de briser l'héritage familial maudit par rapport au masque qu'il doit porter. Oui. Et il y aura juste bien sûr des teasers de Spider-Man dedans parce qu'ils savent faire que ça de toute façon.
Non, il va y leur- avoir Michael Keaton qui va arriver à la fin. Toute- Il va c'est lui ça. dire, je suis nouveau ici. Toute leur campagne de promo, ce sera de mettre des toiles d'araignée, tu sais, il y aura Ouais. des plans, tu sais, mais genre un plan, c'est juste que c'est un vieux ring de catch qui est désaffecté, du coup, il y a des toiles d'araignée, et les gens, ils sont trop cool de refaire. Spider-Man. Eh, catcheur, en plus. ça veut dire qu'il y a Spider-Man? Non, c'est juste un araignée. Ils vont mettre un masque de luchador et ça va du coup ressembler à un masque de Spider-Man. Ils vont dire, il y a Spider-Man dans le film. Oui. Parce qu'il y a Spider-man, on se rappelle, catcheur au départ. Andrew Avant Garfield. d'être. Tout à fait. voilà. Ouais, bien sûr. Bah, c'est de là que ça part, hein. Et du coup, en fait, ils vont te dire que c'est genre l'ennemi juré du mec qui affronte Spider-Man dans le suite de Sam Raimi. Et du coup, ça se passe dans le même univers. C'est canonique avec l'univers de Sam Raimi. Et ils vont jouer toute la campagne là-dessus. Ils vont retrouver le mec qui jouait le catcheur à l'époque. Sauf qu'il y Il va aura, avoir un caméo. C'est sûr, ça et il va. y aura Andrew Garfield dedans. Ah. Et en fait, imagine. En fait, El Muerto, c'est Amazing Spider-Man 3. J'imagine. Ça y est. Incroyable, C'est ça. pas agréable. Mais c'était comme, c'est comme le délire du film The Trench de James Wan qui devait être un film Black Manta. Ouais. Imagine, ils font un truc comme ça. Ils te font un truc tout pété. Imagine Bad Bunny, en fait, c'est Miles Morales. Tais-toi. Attends ta gueule. Là. N'importe quoi, là. Bon, allez, ça suffit maintenant. Imagine Bad Bunny, c'est Norman Osborn. Et en fait, c'est Pourquoi pas El Norman Muerto. Osborn, il ressemble pas du tout. à T'imagines Norman Osborn. Il aurait En fait, c'est un fait film. de la gonflette, Norman Osborn, là. Imagine, non mais bah comme le Kickpin en Et fait. en plus, tu il y a les vois. roues, normalement, donc attention. Quoi. Wow, il peut se raser le crâne. Et on peut changer l'ethnicité de Norman T'imagines Bad Bunny Osborn. roux Bad Bunny roux, t'imagines Ce serait rigolo quand même. Respect aux roues, hein, c'est juste le contraste qui est intéressant. Bon, Bref, arrête de dire de c'est- bêtises. Ouais. On s'en fout. C'est triste pour Ronald Corron, effectivement, qui avait fait un bon film et qui maintenant, depuis, a priori, va enchaîner les licences parce qu'il devait faire aussi le reboot de Zorro Z avec 2 acteurs. Voilà. J'ai un Ils Zorro l'ont vraiment appelé Z. post-apocalyptique. Ouais. Ouais. Un Zorro futuriste. Oh là là. Qui serait peut-être le descendant ou alors un mec qui reprend un peu à la Lupin. Qui Alors- reprend juste le costume de Zorro parce que stylé. Mais alors qu'à la base c'est juste un cavalier qui surgit Seul dans la nuit, ouais, tout à fait. et que son nom il le signe de la pointe d'une Avant ça, épée il court vers l'aventure au galop. Et après, seulement, il signe son nom à la pointe de l'épée. d'un Z. Z qui veut dire Zorro. Eh oui. T'es content? La fatigue. Ouais. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Mais pourquoi il fait ce film? Pourquoi ils font ça? Non, mais ils le feront pas, ils le feront jamais. Mais si, bah si. Ça, tu sais, ça fait depuis. C'est un projet qui avance de façon quand même très soutenue depuis son annonce, hein. Ah, El Muerto, je crois que tu parlais Oui. de Z, excuse-moi. Mais non, bah, on s'en Ouais, branle. parce que Z, c'est pas- moi, voilà. Ça, c'est déjà Le gars avec Zemmour. Bah oui, pour moi, tu fais un film Z, c'est un autre truc, en fait. C'est un biopic. déjà. C'est un biopic Quelle très nul. horreur. Sur un super méchant, encore une fois, tu vois. Mm. Un vrai super méchant. Pourquoi ils font ce film? Parce qu'il leur faut une présence latino-américaine à l'écran, puisque ça va devenir encore une fois un terrain de conquête pour le public de demain. Et d'ailleurs, ils sont pas foulés puisqu'ils ont récupéré le scénariste de Blue Beetle, le film. Oui, c'est Voilà. vrai. Là, c'est vraiment copier-coller. S'ils avaient pu récupérer le réal, je pense qu'ils l'auraient fait aussi. Donc voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, enfin, il y a pas de, c'est pas une mauvaise chose de ramener effectivement des héros latino-américains. On sait qu'ils existent dans le paysage des comics. Il y en a de très intéressants. Miles Morales particulièrement, c'est en revanche un peu hypocrite de la part de Amy Pascal qui avait refusé que Spider-Man soit noir ou latino chez Marvel Studios parce que c'est une grosse conne et que d'un coup elle s'intéresse à la diversité. On va genre mais putain, c'est sûr, on fait ça vraiment parce qu'on adore les gens, nous en fait, on adore les gens. Ça c'est un peu désagréable. Ce qui est désagréable aussi, c'est d'avoir pris ce personnage-là qui effectivement apparaît dans 2 numéros dans toute l'histoire des comics Spider-Man. Donc là, c'est compliqué de pas voir une sorte d'opportunisme. Parce que du coup, il y a tout à faire avec ce personnage-là. Il y a rien d'écrit, donc il n'y a pas de fidélité aux comics. Bah justement, bah oui, mais il y a tout à faire. Ou même de essayer de trouver d'autres personnages éventuellement qui seraient, bah, je sais pas, Anya Corazon par exemple. Mais a priori, il s'appelle Amerket sera Anya Corazon dans le film Madame Web, ça paraît maintenant très évident. Maintenant que j'ai rattrapé le volume de Madame Web où c'est Julia Carpenter. voilà, qui récupère les pouvoirs de Cassandra Webb. En fait, tu vois déjà des petits éléments qui vont récupérer pour le film. On aura donc une Spider-Girl, Spider-Woman, Anya Corazon, Arania, je crois. Oui. Au cinéma dans Madame Web, a priori. Donc, il y aura pas que un seul héros latino-américain. Tant mieux. Mais bon, moi, encore une fois, je me pose la question, est-ce que vous voulez pas arrêter de faire de la merde et en fait de grandir un peu et de faire des vrais films parce que là, ça devient ridicule. Les films de super méchants qui n'en sont pas, ça sert à rien. C'est débile. Faites un vrai film de méchants. Ça se trouve, ce sera le Ou alors faites un Joker. film avec un autre super-héros de Mais l'univers Spider-Man. Il y en a imagine- d'autres, en fait. Et tu sais, moi je disais ça pour déconner en citant The Wrestler et Darren Aronofsky, mais imagine, ils le font vraiment en mode comme ça, et genre en fait ça devient le Joker de... El Muerto Ouais. Avec Bad Bunny. Ouais, pardon. Moi, je veux bien, hein. J'y crois pas une seconde, tu vois. Jack Mais Craven va tu devenir sais, un écolo, attends, c'est qui? C'est
Joystar, on savait pas qu'il serait aussi bon acteur. C'est vrai. Donc voilà. Et Jamie Foxx. Ouais. C'est un vrai, attends, mais je rigole pas, c'est pas de l'ironie, c'est un vrai bon acteur, Jamie Foxx. Oui. Tu vois, et au départ, c'est un musicien, tu vois. Ouais, bah voilà. Moi, j'interdis pas les reconversions. Par contre, Bad Bunny dans Bullet Train, c'est juste une masse musculaire qui pète des gueules et tout, tu vois. Bon, puis c'est un beau gosse aussi, et puis c'est un rappeur. Enfin, je sais pas, il y a un côté vraiment star talent, tu vois, c'est que, oh, non, D'accord, ça va être de la merde, Arnaud. Dis-le avec moi. Ça va être de la Ça va être merde. de la merde, voilà. Et on en reparlera. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que les sujets vous ont plu. Vous pouvez réagir sur le sujet hot dog était passionnant. les commentaires de notre site et partager surtout ce podcast. Et on vous rappelle que le Tipeee est ouvert pour nous soutenir sur le long terme. C'est important pour nous parce que ça représente énormément de temps et de travail tout ce qu'on fait. Donc voilà, si vous êtes sensible à ça, eh bien, on espère que vous pourrez nous aider voilà, pour qu'on puisse faire le plus de podcasts le plus longtemps possible. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit très bientôt pour les prochains podcasts. Salut! Salut!